voyez Niska, Nino, Tiakola, Kalash, la cérémonie des flammes plus récemment, vêtements qu'il porte, ça vient de lui. Moi, aller en cours et écouter le prof, c'est impossible pour moi, je m'endors. Ça, j'arrive pas à rester 4 heures à écouter un professeur, j'ai 4 heures de perdu. Donc j'ai décidé à partir de décembre de plus aller en cours du tout. Aussi, moi, je marchais à la pression et pour booster au maximum cette pression, j'ai niqué les 3 parisiennes. Donc je savais que j'avais pas le choix. Donc la pression au maximum, fier au pied du mur, j'ai foncé. Moi, j'arrive en école, je me renseigne, je demande c'est quel métier qui permet de faire le plus d'argent. On me dit c'est finance, M&A, j'ai dit j'ai compris, c'est là que je vais aller. Je me voyais déjà petit costume, etc. Lazare, outil, les salaires. Je pense que je regardais les salaires une fois par mois, j'avais les stats de salaire, je les connaissais aux euros près, les bonus, etc. On va dire la petite désillusion. Ça fait 2 ans que Hero existe. Ces 2 ans, on a fait un peu chiffre d'affaires. Okay. C'est un service de location de vêtements de luxe dédié aux professionnels. Le premier marché, c'est le monde de la musique. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est leader sur le marché avec la majorité des artistes qui portent nos pièces, que ce soit pour des clips, des concerts, des interviews, des showcases, etc. L'entrepreneuriat, c'est au milieu de la mer. Tu tentes d'aller à droite, on va t'attraper le bras. Tu tentes d'aller à gauche, on va t'attraper. Tu sais pas dans quelle direction aller. Comment t'as fait toi pour construire un plan avec des ambitions qui vont aujourd'hui jusqu'à une levée de fonds? C'est un milieu qui attire beaucoup. D'un point de vue extérieur, ça sent magnifique. Mais les dessous, comme des industries très attirantes, eh ben, elles sont pas aussi belles. Tu vois des clips à la télé. Ça fait 10 clips qui passent, 10 clips où tu vois tes pièces dessus. Ah ouais, bon, ça commence à bien marcher le petit projet qui semblait fou. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Trade Talk. C'est Kémil, on est avec Boris et notre invité Cher. Bienvenue Cher. Merci. Ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent pas encore, Trade, c'est le média qui aide les étudiants d'école de commerce à se projeter après l'école, à y voir plus clair sur votre avenir, sur ce que vous voulez faire plus tard, votre métier. Et pour ça, on reçoit chaque semaine un alumni au parcours prestigieux qui a déjà réussi à se démarquer dans son parcours, pour analyser et parler avec lui de son métier, son lifestyle, son salaire, et décrypter ensemble avec Boris et notre invité les raisons de son succès, les raisons qui l'ont permis de se démarquer. On voudrait vous remercier avec Boris pour tous les retours, les commentaires, les messages hyper positifs que vous nous avez fait, que vous avez fait aussi auprès de nos invités. C'est hyper important pour nous, ça nous aide à toujours vous proposer un contenu le meilleur possible. Et donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, pour suivre les prochains épisodes et tout le contenu qu'on va vous fournir, les cours, les masterclass, à vous abonner, à commenter pour continuer à nous donner vos avis et à liker, nous donner un peu de force. C'est ça. Bah, merci Cher d'être ici avec nous. Merci à vous. Franchement, ça me fait hyper plaisir de te recevoir parce que avec Cher, on se connaît de la prépa. Cher, c'est un peu, c'est très particulier parce que c'est un peu la légende d'Intégral Prépa à Paris. Pour le contexte, il a fait un braquage, littéralement. Il a intégré le SCP en 2 ans. Il y en a peu qui ont réussi à faire ça. Chapeau. Donc, Cher est une légende et on va le voir avec ce qu'il a fait. C'est encore plus une légende. D'ailleurs, on va commencer. Alors, Cher, tu me dis si je me trompe, ok hein. Bien sûr. C'est prépa. Ensuite, tu as intégré le SCP. Ouais. Ensuite, tu as eu un parcours finance, d'abord, où tu as fait un premier stage chez De Groove. De Groove et ensuite à la BNP. Exactement. En M&A. C'est ça. Ok, et ensuite, virage complet, 360, pas dans le mur, t'as pas fini dans le mur. Au détriment de mes parents. Ah bah ça on en parlera. Virage 360. Ouais. Et donc toi, après t'as fait un virage dans l'entrepreneuriat. Exactement, ouais. Où t'as monté ton agence Hero Agency. C'est ça. Où tu fais de la location d'articles, accessoires, vêtements de luxe pour des artistes. Ouais, pour les professionnels de manière générale. Pour les professionnels, artistes, etc. Donc, vous voyez Niska, Nino, Tiakola, Kalash, la cérémonie des flammes plus récemment, les vêtements qu'il porte, ça vient de lui. Donc, oui, tu peux dire, c'est stylé. Je le dis, c'est stylé. Et aussi, on va le voir, je sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là, mais t'es dans une évolution, maintenant c'est Hero Group, c'est-à-dire que tu bascules encore plus maintenant vers la tech avec, tu essaies de créer ta propre plateforme. Tu cherches à lever des fonds d'ailleurs. Donc, ce qui est intéressant avec Cher, c'est d'aller voir son parcours,
comment il est passé, pourquoi il a quitté le M&A, la finance, l'avenir un peu tout tracé pour se lancer dans ce bourbier qui est l'entrepreneuriat. Et il va nous dire ses stratégies, ses conseils, etc. Donc, on va faire, comment on appelle ça encore? La petite minute vrai-faux. Exact. Pour commencer, nos petits rituels. Il va te poser des questions. T'as un joker. Et C'est voilà, parti. faudra Je suis répondre tac au tac. Ok, t'es prêt? Prêt. Premièrement, à l'ESCP, on fout rien. Vrai. En école de commerce, on te pousse à entreprendre. Faux. Le SCP, c'est surcoté. Faux. Le plus dur, c'est la prépa. Une fois que tu as intégré le top 3, la vie, c'est une autoroute. Vrai. Ok. Alors là, on va passer à M&A, finance, tout ça. Les gens qui vont à M&A, c'est que pour la thune. Vrai. Dans la finance, la plupart des gens sont des pions. Vrai. C'est impossible d'avoir une vie sociale, de sortir, de faire la fête, de s'amuser quand t'es en M&A. Vrai. La finance, ça ne fait plus rêver aujourd'hui. Vrai. Question entrepreneuriat maintenant. Il faut nécessairement de l'argent pour entreprendre. Faux. Pour entreprendre, il faut nécessairement lever des fonds. Faux. Quand on entreprend, il faut attendre des années avant d'en vivre. Vrai. Il faut une idée de génie pour entreprendre. Faux. Il vaut mieux être entrepreneur que salarié. Ça dépend. Ça dépend. Tu nous expliqueras. Monde de la musique maintenant. Le monde de la musique, c'est un monde un peu pourri. Faux. Les rappeurs consomment tous de la drogue. Faux. Les artistes ne sont pas fiables. Faux. Dans le monde de la musique, il y a beaucoup de magouilles, de coups bas, etc. Vrai. Dans l'industrie de la musique, c'est le réseau qui fait tout. Faux. Ok. 500 balles pour un t-shirt Balenciaga, c'est trop cher? Sans mauvais jeu de mots. Oui, mais c'est le point de mon business, heureusement pour moi. Plus c'est Parfait. cher, plus ça m'arrange. Et dernière question, un peu moins... Voilà. La discrimination dans la finance, c'est réel? Faux. Eh ben, intéressant, on aura le temps de débattre les différents éléments, je pense, au cours du talk, s'il y a des sujets sur lesquels tu veux revenir. Avec Est-ce plaisir. qu'il y en a un qui te trigger directement auquel tu veux plus te justifier ou on va plus dans le flow naturel Non, naturellement, là, ça va venir, je pense. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est, je pense, comme on s'est un peu perdu de vue en prépa, parce que moi j'ai cubé et toi t'es légende, on a dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre à partir de là. Les étoiles se sont alignées. Oui, t'inquiète. Bah, justement, explique-nous ça. Comment on fait pour intégrer le SCP en 2 ans? Donc moi, mon expérience personnelle, Oui. première année très très limite. Je devais d'ailleurs redoubler ma première année. Avec du forcing, etc. J'ai réussi à passer en deuxième année. La tchatch. Pareil. Et donc là, je savais que c'était, il fallait que je fasse la différence. J'ai essayé les méthodes naturelles, aller en cours, bien écouter, bien prendre ses notes. Ça marche pas. Voilà, toutes les routines possibles, j'ai tout essayé, lu tous les livres de productivité, etc. Ça ne me correspond pas. Donc moi, j'ai appris, je fonctionne différemment, il faut que je m'écoute. Donc moi, aller en cours et écouter le prof, c'est impossible pour moi, je m'endors. Il y a innombrables vidéos où on me voit m'endormir, j'ai tout essayé, hein, me mettre au premier rang, les cafés, etc. Dire à mes collègues, voilà, tu me tapes l'épaule dès que je commence à appliquer de la tête. Mais juste, je fonctionne pas comme ça, j'arrive pas à rester 4 heures à écouter un professeur. Je me suis rendu compte, c'est 4 heures de perdu. En plus, moi, en éco, je faisais des maths, en maths, je faisais de l'anglais, en anglais, je faisais de l'espagnol. C'était complètement Je me improductif. souviens. Donc, j'ai décidé à partir de décembre de plus aller en cours du tout. Ok. Les profs étaient pas contents du tout. Ils voulaient plus corriger mes Ouais, t'es... Les concours blancs. blancs. Ils m'avaient dit, voilà, t'as aucun soutien de notre part, etc. Cadet, Donc, il a pas voulu te défoncer. ah si, non, mais vraiment, on m'a Cadet, fait, c'est le on m'a fait directeur de la comprendre prépa. que je vais dans le mur avec cette méthode et de toute façon, ils seront pas là pour me récupérer et que, voilà, ils me laissaient dans la jungle, plus personne, aucun soutien de personne. Je me rappelle même à la fin de l'année, les profs distribuaient des feuilles de révision. Moi, j'étais venu juste pour récupérer. Le prof m'a dit non, pas pour toi. Mais heureusement, je m'étais fait des bons amis. J'avais repéré les meilleurs dans chaque matière. Et vraiment, c'est ça qui est important. J'étais ami avec eux. Ils m'envoyaient leurs cours. Je travaillais chez moi. Et moi, j'arrive à travailler que quand je suis focus à 100%. Je dois être
Tu fais du deep work. Ouais, Tu exactement. t'installes, c'est Mais charbon à je fond. dois être dans le doux, tu vois, je dois faire. Ouais. Si c'est juste écouter, ça fonctionne pas. Donc j'allais plus en cours, je recevais les cours et je travaillais, j'avais un programme, j'allais à la bibliothèque, je revenais chez moi, etc. Tac, tac, tac. Donc j'ai fait ça de janvier jusqu'au concours. Et c'est ça qui m'a permis de faire la différence, alors que mes résultats ne me permettaient pas d'intégrer quelle que soit une école. Au final, ça a payé. Parce que Ouais. je me suis écouté et j'ai accepté de ne pas suivre le chemin classique, quoi. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que justement, on va écouter les profs, on va écouter les gens qui nous disent, OK, pour réussir, il faut faire ça, 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 alors qu'en fait, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour toi pour réussir. Et toi, t'étais pas dans une logique de cocher des cases, OK, bon, bah, il faut que j'aille en cours, il faut que j'écoute le prof, il faut que je fasse tel exercice. Non, t'étais, OK, il y a un concours, il y a un résultat. Ah, moi, c'était tout. Ouais. Focus résultat. Focus résultat. Aussi, moi, je marchais à la pression. Et pour booster au maximum cette pression, j'ai mis que les 3 parisiennes. Ah ouais. Donc, je me suis laissé aucun filet de sécurité. Et je savais que je pouvais pas. Je voulais pas demander. Mes parents, ils seraient pas forcément en mesure de pouvoir payer une année supplémentaire. On était dans une prépa privée, etc. Donc, je savais que j'avais pas le choix. Donc, la pression au maximum, chair au pied du mur, j'ai foncé. T'as la référence de brûler ses bateaux? Non, dis-la moi. Je crois que c'est. Alors, je vais dire sûrement une connerie, mais je crois que c'est César. En gros, il arrivait sur une île qu'il devait conquérir. Ouais. Il était avec ses hommes, avec les bateaux et tout. Et ces hommes avaient très peur parce que les autres, c'était vraiment des barbares, etc. L'équipe de 300. Oh ouais, exactement. Et il voit que ces hommes ont peur et qu'ils veulent même rebrousser chemin. Il descend sur la côte, il a brûlé le bateau. Parce qu'il a dit, les gars, c'est maintenant ou jamais. Il n'y a pas de ralentir, il n'y a pas de second choix. Ça, on y va. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as fait. Ah, moi, c'est l'histoire de ma vie, même dans l'entrepreneuriat. Je me mets dans des situations comme ça et je dois y arriver parce que j'ai pas le choix. Et pendant ton charbon, là, ta période de décembre au concours, il n'y a pas un seul moment où tu as douté. Tu t'es dit, putain, peut-être j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû le faire tout seul, ou je vais pas y arriver, ou là, je sais plus comment faire. Doutez pas de la méthode parce que je savais, il n'y avait pas photo que c'était avec cette méthode que j'étais plus productive. Des moments de doute forcément, mais je me suis tellement donné à fond que, à un moment donné, je suis fataliste, je me dis, cher, t'as donné tout ce que tu pouvais. Si tu dois pas intégrer, c'est juste que c'était pas écrit pour toi. Ouais. Donc, j'ai allé l'esprit tranquille, sachant que j'avais donné tout ce que j'avais dans les tripes. Et à partir de ce moment-là, t'as pas de regret. Ouais, je pense même dans l'entrepreneuriat, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mm. Si tu sais que tu t'es donné à fond, il n'y a aucune raison d'avoir des regrets. Hein. C'est juste que c'était pas pour toi, c'était pas ton chemin. Donc, finalement, j'étais assez serein quand j'allais au concours parce que j'avais tout donné, quoi. Ok, trop cool. Donc là, après, tu intègres le SCP. Exactement, j'intègre le SCP. Il faut savoir que moi, tous mes amis, du coup, ont QB. Ouais. Et du coup, aussi, voilà, ben toi aussi, t'en faisais partie. Et du coup, à l'ESCP, je me suis pas trop intégré parce que c'était pas le même monde, mine de rien. Dans cette prépa-là, il y avait que des personnalités assez riches en couleurs, etc. Que des profils vraiment intéressants que j'ai pas forcément retrouvé en école. Après, j'ai pas hyper essayé. À part certains amis, mais de manière générale. Donc, les premières années, j'ai pas vraiment fait d'efforts d'intégration. Surtout que moi, je bois pas d'alcool. Les soirées étudiantes, ça tourne beaucoup. Par contre, les soirées, ça y va. Tu sais, les soirées étudiantes, ça tourne beaucoup autour de l'alcool, etc. J'allais pas au bar de l'école, etc. Ouais. Donc, j'ai pas trop essayé de m'intégrer. Je me rappelle, je donnais des cours particuliers. Ça me permettait de rester un petit pied dans la prépa, de revoir les copains, etc. En économie. Okay. C'était là où je l'ai découvert au concours, où finalement j'avais un petit talent. Découvert au concours. J'étais nul toute l'année au concours, j'ai fait carton plein en économie. T'as eu combien? 18 partout. Ok, putain. Donc ça, c'était cool. D'ailleurs, j'ai croisé quelqu'un qui t'a eu en tant que colleur juste l'année d'avant, Christophe Tocco. Je sais pas si tu vois c'est qui. Oui, je vois c'est qui. Il m'a dit, cher, c'est un tueur. Voilà. Donc, SCP, mood complètement différent. Ouais, mood différent. En vrai, t'es déçu un peu quand t'arrives? Non, parce que j'avais une envie de liberté et le SCP, c'était idéal parce que c'est dans Paris, j'avais mon appartement, j'étais assez libre. L'école, c'est pas la plus contraignante au niveau de la présence en cours. Je sais qu'il y a des écoles qui sont beaucoup plus contraignantes. Cool, ouais. Vous avez compris que moi, la présence, c'était pas mon point fort. C'est pas ton truc. Donc, non, en vrai, je suis super content de l'école, c'était idéal. Ouais. Donc, première année, voilà, où je vivais ma vie. Je faisais des cours particuliers, je goûtais un peu à la liberté que j'avais pas eue, etc. Ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes. Je fais quelques très bonnes rencontres à l'ESCP qui sont encore des super amis aujourd'hui. Moi, j'arrive en école,
je me renseigne, je demande c'est quel métier qui permet de faire le plus d'argent. On me dit c'est finance, Le shark. M&A. J'ai dit j'ai compris, c'est là que je vais aller. Il n'y a pas eu d'autres paramètres. Donc, je choisis les matières finance. L'année d'après, je vais à Londres, justement pour avoir le CV le plus intéressant possible. Je pars avec quelques très bons amis. Donc, cette année-là, ça n'a pas été du... J'ai un peu kiffé la première année à Paris, un peu les sorties, Ouais, c'était etc. Mais vraiment, à Londres, c'était que focus préparation pour obtenir les meilleurs Ouais, parce stages que possibles. ce qu'on dit, c'est que le MNS, c'est la prépa du monde adulte. Ouais. Est-ce que tu es non, d'accord avec clairement. ça? Ouais, non, vraiment, c'est... Pour rentrer, il faut charbonner. Donc, tu as fini prépa, t'as charbonné de ouf. Ouais. J'ai eu 1 an de grosse dilettante. Ouais, Et ensuite, la deuxième année, je l'ai fait à Londres. Et à la fin de cette année, c'était l'année de césure où on faisait les différents stages. Mais donc, les stages en finance, il faut s'y prendre en avance. Donc, c'est une année où j'ai fait que bosser. J'ai même pas profité de Londres. ok. J'étais avec des colocs qui eux aussi étaient focus finance. Donc, on a beaucoup bossé. On a même travaillé plus que les autres qui se détendaient un peu. Et ce qui nous a permis, on a tous intégré de bons stages en fusion-acquisition. Comme j'ai dit, BNP et De Groef, Ok. que j'ai fait durant mon année de césure. Alors, deux petites questions. Premièrement, qu'est-ce qui fait que toi, tu vois, t'as intégré le SCP, t'en as plein qui, après avoir réussi la prépa, justement, ils ont tellement charbonné qu'ils se disent, bon, allez, tu vois, qu'ils vont pas avoir l'envie de retourner encore au charbon derrière. Et toi, tu t'es dit, bon, bah non, on va y aller, quoi. On y retourne. Moi, en vrai, j'aime travailler. J'aime vraiment travailler. C'est quelque chose qui est... si je travaille pas, je m'ennuie. J'aime pas les contraintes du travail, mais de manière autonome, moi, j'aime travailler. Il me faut Ok. toujours des nouveaux défis dans ma vie, etc. Donc, je pouvais pas rester les bras croisés Ok. à rien faire. Et ça m'a vite saoulé cette période où il y avait pas trop de contraintes à faire la fête un peu, etc. et tout. J'aimais pas. Il me fallait de nouveaux défis. Est-ce que quand t'as commencé, du coup, ton parcours en finance, Ouais. t'as à nouveau eu une nouvelle méthodologie par rapport à ce qu'on disait, ou alors cette fois-ci, t'as plus suivi les choses qu'on attend pour intégrer ces milieux-là plutôt? En vrai, en finance, il y a quand même il faut rentrer dans des cases. Ouais. Cocher des cases. Donc non, là, je les ai suivis. Et là, en école, ils sont forts parce que, et c'est quelque chose de bien, hein, on nous met des étoiles plein les yeux avec la finance et le conseil. Donc j'étais vraiment, je pense, la nuit, je rêvais de T'étais Rothschild matrixé. et de Ah ouais, Lazare. ouais. Non, vraiment, j'étais focus que par ça. Ça te faisait Donc, vraiment rêver. Ouais, ça me faisait vraiment rêver. Je me voyais déjà petit costume, etc. Lazare, Rothschild, les salaires. Je pense que je regardais les salaires une fois par mois. J'avais les stats de salaire, je les connaissais aux euros près, les bonus, etc. Mais vraiment des œillères sur la finance. Ouais. Donc j'étais à fond dedans et même avec plaisir. J'étais à fond dedans. Je passe différents entretiens. Je réussis plutôt assez rapidement. Et, Tu saurais dire comment t'as réussi les entretiens? Est-ce que t'as des tips, des conseils justement pour les gens qui voudraient se différencier, se démarquer franchement, dans ça? moi, je sais que j'étais pas le plus fort en technique ou en modélisation. Là, je jouais sur mon capital sympathie. Hein. C'était ma seule clé différenciante. Le fit. Après, moi, j'ai toujours eu des techniques de Snake. Vas-y, c'est quoi? Balance. Non, mais si je fais un entretien, je demande à toutes les personnes qui ont déjà fait les entretiens exactement c'est quel type de question, quel modèle on leur a demandé, etc. Tac, tac, tac. Après, des méthodes un peu moins conventionnelles aussi. Balance. Voilà, s'il y avait des petits modèles à faire, voilà, je savais que quelqu'un pouvait m'aider au cas où je coinçais. En tout cas, j'ai essayé toujours de grappiller le maximum d'informations. Ouais. Ça a toujours été mon point fort, grappiller le plus d'informations pour arriver le mieux préparé. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, quand tu veux un truc, tu vas le chercher avec les dents. C'est-à-dire que tu vas chercher la personne qui a fait, etc. T'es dedans à fond, quoi. Ah ouais, non, Ça, j'essaye. Parce que moi, j'ai une phrase, j'aime bien dire, il y a 3 catégories de personnes qui réussissent. Il y a les travailleurs, les intelligents et les rusés. Je sais que je suis pas le plus travailleur, je suis pas le plus intelligent. Il va falloir utiliser la ruse pour arriver à ses fins. Ça, je l'ai vite compris. On est d'accord là-dessus, Gaby? T'es pas travailleur? T'inquiète. On fait quoi, là? Attends, je suis pas intelligente? C'est ça que t'es en train de dire, surtout. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on était plus Non. rusé qu'intelligent et travailleur. Mais C'est t'inquiète. pas faux. Donc, je te comprends totalement. Ouais, donc... MNF, non, c'était des questions là-dessus, toi?
Non, bah du coup, t'intègres. Voie classique, tu te prépares et tout, et t'arrives en MNS. Ça se passe... Déjà, c'était stage en France ou C'était en France. Et Ouais. pourquoi vous étiez parti à Londres vous préparer? Parce que le SCP a plusieurs campus. Ouais. Et on a choisi le campus de Londres parce qu'il y avait des cours en finance béton dessus. Mhm. Ça passait bien sur le CV. Et j'étais très, très nul en anglais à cette époque. Ok. Je savais que c'était le bon moyen pour moi de progresser, quoi. Et Londres, t'as pu en profiter un tout petit peu ou vraiment pas du tout? T'as aimé la ville? Assez peu parce que j'étais focus finance et bon, j'ai fait j'en ai un peu profité, mais pas comme il se doit. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus par Londres. Moi, j'ai eu Ah, moi, pas je suis mal pas de fan. conversations. D'ailleurs, je suis pas retourné. Qu'est-ce que je suis pas t'aimes grand pas à fan. Londres? C'est classique, mais le temps Ouais. et c'est pas une ville où je me sentais particulièrement épanoui. Pour moi, ça rimait avec travail, finance. Hmm. Je sais pas. Et aussi, j'étais étudiant encore à Londres. La ville, elle coûte C'est cher. cher. Hein. Ouais, Et Ah du ouais, coup, ça, c'est une dinguerie. ça décourage. Franchement, t'es pas dans ton pouvoir d'achat. Hein. Moi, de base, je devais faire un stage à Londres et je te confirme que quand j'avais regardé les logements et tout, Ouais, non, vraiment. surtout que c'était payé 600 pounds, je crois. Ouais, c'est. Non, quand t'es ric-rac financièrement, tu peux pas apprécier quelle que soit la ville. Ouais, tu pourras pas profiter là-bas. Ouais, donc à cause de tous ces points, ça n'a pas été un Ouais. grand coup de cœur. Et comme je disais, j'y allais pour vraiment progresser en anglais. Grosse bêtise, j'ai fait coloc avec deux autres Français. Donc le niveau d'anglais, c'est pas là qu'il a le plus progressé. On a Ouais. fait que parler français. Il y a tellement qui font ça en plus. Ouais. Partir à l'étranger avec des potes français Non, vraiment, ou ça, dans c'est des la villes, il y a chose- c'est full la chose français. à pas faire. Ouais. Justement, t'étais à Londres, t'as dit que du coup, t'as pas pu trop profiter. Ça consistait en quoi tes journées? C'est quoi les journées de quelqu'un qui se prépare à justement intégrer les hautes sphères de la finance? Donc à Londres, ils étaient un peu plus stricts sur les cours. Ok. Donc, j'allais un peu plus en cours que ce que j'aurais voulu. Une fois par semaine. Et après, c'était tout un boulot de. T'avais la préparation, les révisions. Je me rappelle, il y avait un livre qu'on avait appris par cœur, la Breaking into Wall Street, là. Ok. Ouais. Et après, c'était vraiment un boulot de faire le CV. Rien que faire le CV, c'est tellement un boulot de repasser dessus les petites améliorations. CV, je me rappelle, j'avais pris un peu un gars qui me coachait en finance pour m'apprendre Ok. les choses. Après, postuler au niveau des différentes banques, il y en avait plein, faire chaque fois les lettres de motivation adaptées, remplir leur site internet là, avec toutes les infos, etc. Si tu passais les premiers tours, les seconds tours, il y avait des. Parfois, tu devais te prendre en vidéo, il y avait des questions qui te posaient, il fallait. Ah ouais, fallait t'avais faire- une question, tu te filmes et tu réponds à la Exact, et question. tu devais Ouais. répondre. Sauf que moi, j'essaie de grapper des informations. J'avais appris qu'il y avait 40 questions possibles. On allait t'en poser 3. Ouais. T'essaies de préparer les 40 en avance pour pouvoir être prêt. Parce que ça prend du temps de les Ouais, de préparer, etc. Fallait essayer de suivre l'actualité. En tout cas, comme tu postules à 15-20 banques et chacun a des process un peu différents, non, ça prend du temps. En plus, toute la préparation. Donc, ça nous a. Et ça prenait toute la première partie de l'année parce que c'est sur la première partie de l'année que tu fais ça. Ouais. Parce qu'il faut postuler en avance, quoi. Donc, c'était ça. Et c'était en. Je sais plus l'année, peut-être 2019. À Londres, je devais faire 10 mois. Mais finalement, j'en ai fait que 8 parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Ouais. Il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça a un peu écourté le séjour. Donc, Ok. les 2 derniers mois qu'on avait consacrés un peu à profiter de la ville, Ça a on été... les a passés confinés. Ah merde. Justement, tu as dit que tu as été très dans l'optimisation sur tout ce qui est CV, ton parcours. Déjà, CV, est-ce que tu auras des conseils pour faire un bon CV en finance? Très honnêtement, je pense que je suis pas C'est pas le... je suis pas le meilleur pour ça, mais il y a beaucoup de personnes qui donneront des meilleurs conseils que moi. Mais il y a un côté très anglo-saxon où tu dois un peu numériser tes actions. C'est-à-dire que voilà, tu as fait telle tâche qui a permis d'augmenter de 15% les sales de l'entreprise, etc. Bon, il y a beaucoup de bullshit, mais il faut accepter de prendre les codes anglo-saxons. Ouais. Moi, comme j'étais à Londres, c'était beaucoup les codes comme ça que je prenais. Ensuite, pas essayer de mettre de la quantité, mais vraiment de la quantité et des choses. Pas essayer de mettre de la quantité, mais de la qualité et des choses percutantes. Ouais. Donc, du coup, après, tu obtiens ton stage à la BNP. Ouais. Comment ça se passe quand tu y es? Est-ce que tu as direct une désillusion? C'est-à-dire que tu t'attendais à quelque chose, ça te faisait rêver, et c'est là qu'une fois que tu as fait ton stage, que tu t'es dit, en fait, non, c'est pas pour moi, ou bien c'est après? À la BNP, ça a été, voilà, la BNP, ça a été mon premier stage. Et Ouais. exactement, j'étais en leverage finance.
D'accord. Et c'était une période assez chill du fait du Covid. Ouais. Donc, j'avais pas une grosse quantité de travail. On était dans des beaux locaux. Ils payaient bien. J'avais une bonne équipe. Donc, c'était assez relaxant. Il n'y avait pas beaucoup de stress, etc. Donc, là, c'est vrai que ce stage, j'en faisais pas tant que ça. Voilà. Mais c'était plutôt agréable. Après, je me suis rendu compte juste que le monde de l'entreprise, j'ai compris les codes de l'entreprise, comment c'était. On rêve beaucoup du monde du travail et on se rend compte que c'est pas si palpitant que ça, le monde du travail, quoi. Pourquoi? Parce que c'est très normé. Il y a des codes, des horaires, c'est assez strict. Et voilà, il y a pas tant la place à... Tu peux pas sécher, quoi. Non, Je il t'embête. n'y a pas tant la place à mettre sa touche de créativité, Ouais. sa touche Ouais, personnelle, c'est etc. Et très étonnamment, c'est là que je me rends compte que le travail en entreprise, il n'est pas cérébral du tout. C'est assez redondant. On nous demande de faire des choses, mine de rien, assez simples. Et ça ne nous demande pas de faire travailler particulièrement notre cerveau. Et c'est même un peu décevant, quoi. Parce que toi, tu S'attend à faisais faire des quoi? choses vraiment... Tu faisais Ouais, quoi tu fais- concrètement dans ce stage-là? Et c'était un super stage, hein, ne Ouais. me prenez pas. Non. C'était super intéressant. Du coup, Leverage Finance, c'était des fonds d'investissement qui prenaient des parts dans des boîtes, des PME. Mhm. Et du coup, ça commence à dater. Les fonds d'investissement, ils font un LBO, ils vont prendre de la dette et faire en sorte que la dette, c'est les cash flows de la société qui remboursent cette dette. Du coup, en leverage finance, on faisait des calculs pour voir si, avec la modélisation financière, si la société serait capable de rembourser la dette. Ok. Et si la société sera capable de rembourser la dette, là, le fonds d'investissement, il peut... Il peut fournir la... Voilà, il peut se positionner. Ouais. Également aussi, quand la banque, elle lead le financement, parce que le BNP, c'est une grosse banque, elle apporte le financement. C'est elle, pour savoir si son financement il va être viable. Aussi, elle convainc d'autres banques autour d'elle de l'accompagner dans l'apport de ce financement. Ok, mais c'est pas de la private equity, ça. Si on travaille... C'est une part de... Ouais, on travaille très proche avec les fonds de private equity parce que justement, Ok. les fonds de private equity, quand ils vont se financer, eh ben, ils parlent à leur intermédiaire, c'est le leverage, Ok. le leverage finance. Ok. Et du coup, dans ce stage chez la BNP, tu touchais combien? De 2100 de mémoire. C'était Ok, stage. pour un premier stage. Du Ouais, coup. c'est ça, exactement. Ça commence à être pas mal quand même. Et ensuite, là, le second stage, c'était... le second stage, c'était de Groove. Groove, ouais. Et là, c'était le second stage, c'était la période juillet-décembre. Et juillet-décembre, c'est les grosses périodes où c'est intense du début à la fin. Là, c'était plus intense. Il y avait beaucoup plus de boulot. Parce que le premier, on était dans le contexte un peu Covid, etc. Là, on en était sorti, il y avait plein de choses à faire. Donc là, j'ai beaucoup plus travaillé. J'avais des super collègues aussi. Et là, on va dire la petite désillusion. En tout cas, là, j'avais le niveau de travail que je voulais. La petite désillusion, c'était... je fantasmais un peu sur le rôle de MD, le managing director, le plus haut grade de la banque. Je me disais, voilà, j'ai aucun souci à travailler 15 ans d'arrache-près pour devenir MD avec le gros salaire, les restos, les réunions au golf, etc. Ça va être super. Ça va être le feu, quoi. Ta tête, Comme c'était dans le Loup de Wall Street. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais C'était le dire. Loup de Wall Street dans la tête. Et juste, je me suis confronté à la réalité parce que les bureaux des MD étaient à côté. Je me suis rendu compte qu'en vrai, ils finissaient à 23h30, à minuit. Ils faisaient que travailler. Ils décrochaient pas forcément de leur téléphone ou de leur ordinateur. Et que c'était pas du tout comme dans les films. Et moi, j'ai toujours besoin de rêver. En fait, moi, c'est ton driver. rêver pour avancer. Et donc, j'idéalisais ce poste. Ça me gênait pas d'être dans le dur pour atteindre cet objectif. Mais je me suis rendu compte que la réalité n'était pas aussi belle que ce que je voulais. Et là, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler 15 ans pour atteindre quelque chose qui ne te fait pas autant rêver? Et donc, cette interrogation est venue là. Aussi, un autre point, mes deux meilleurs amis de prépa, on va dire, ils s'étaient tous les deux lancés dans l'entrepreneuriat. Il y en a un qui faisait du e-commerce, du dropshipping. Ça marchait très fort pour lui. Et il y en a un, à cette époque... ils vendaient du gel hydroalcoolique, comme on était dans le côté Covid. Ok. On avait vendu un à mon père, d'ailleurs. Et lui aussi, ça marchait bien, ça marchait très bien. Ouais. Donc, j'avais mes deux meilleurs amis qui commençaient à faire des chiffres que j'avais jamais vus.
Et là, je me dis, ah, l'entrepreneuriat, il y a quelque chose, il y a quelque Il y a de chose à l'argent. faire. Non, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, mais de base, moi, je suis pas contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas un risk-taker. Ouais. Mais là, il y a eu 7 éléments. Ah, t'as quand même arrêté la prépa pour bosser tout seul, donc c'est Ouais, mais. quand même un minimum. mais le gros risque aurait été de rester dans le système où j'étais, tu vois. C'est vrai que vu comme ça, ouais. Tu fais des risques, tu prends des risques calculés, quoi. Ou non. Ou Ça non. dépend. À force avec l'entrepreneuriat, je suis devenu Oui. de plus en plus bold Ouais. au niveau de mes risques. Heureusement, mon associé est là pour me calmer parfois. Ok, c'est qui? Voilà. Il s'appelle Steve. Ok, d'accord. Tu l'as rencontré où? Steve, où je l'ai rencontré. Du coup, je parlais de ces deux Ouais, meilleurs vas-y. amis de prépa Ouais, là. ouais. Un qui s'appelait Sydney, un qui s'appelle Thomas. Et c'est un qui s'appelle Sydney. Et ben, moi, de base, je viens du sud, d'Avignon. Ok, Et à Avignon, après le bac, souvent les gens ils vont à Lyon ou à Marseille, Ouais. mais très peu vont à Paris. Donc je suis arrivé à Paris, en fait je connaissais personne. Et donc Sydney, avec qui je restais beaucoup, lui il connaissait pas mal de gens à Paris. Lui il est d'origine camerounaise, mais il connaissait pas mal de gens à Paris. Et donc il m'a présenté ses amis à Paris, et il y avait Steve dans le lot. ok. Et on s'entendait bien, on n'était pas particulièrement amis très proches. Mais quand j'ai lancé ce business, cette idée de location de vêtements de luxe, la première clientèle à laquelle je pensais, c'était les gens qui aiment beaucoup sortir dans les endroits huppés de Paris, etc. D'accord. Parce que j'avais observé qu'il y avait une pression sociale pour les hommes pour être toujours bien habillés dans ces endroits. Plus du B2B, là, en l'occurrence. Ouais, non, B2C, pardon. ouais. Exactement. Ouais, ouais. Dans ces endroits mondains, huppés, etc. Il fallait être bien habillé, tout ça. Et c'était une vraie pression sociale avec les prix des habits qui sont exorbitants, C'est des sûr. habits de luxe, comme vous le voyez. Donc, c'était une période où je sortais pas mal, donc j'avais repéré ça. On est en Et quelle même moi, c'était une envie personnelle aussi que j'ai déliée pour en faire un business. Donc, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, On est en quelle année pour situer? Excuse-moi de te couper. C'est en- très mauvais au niveau des années. c'est On en- est juste après mes stages. Juste après mes stages 2020, en banque. 2021. Ouais, c'est ça. Ok. Juste après mes stages en banque, 2021, ouais. Et j'ai choisi Steve pour aller dans cette aventure parce que, lui, du fait de son parcours, ça faisait. Il a un parcours un peu moins scolaire, mais lui, ça faisait depuis de longues années qu'il faisait déjà du business parce que très tôt, il a dû faire de l'argent pour s'en sortir, se débrouiller. Du coup, il avait une expérience business. C'était dans mon entourage, lui, qui avait le plus l'expérience du business, vraiment. Et aussi, il avait un super réseau parce que lui aussi, il a une période où il sortait beaucoup. Il avait fait un vrai réseau. Et c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'appelaient pour. À lui seul, c'était comme une conciergerie pour rentrer en boîte ou pour d'autres choses, pour Ouais. choper des articles de luxe ou organiser des voyages, etc. C'était des footballeurs qui l'appelaient ou des gens assez fortunés en Afrique, par exemple, qui l'appelaient pour gérer tout ça. Donc, il avait un très bon réseau et je savais que mon idée et lui, avec son réseau, il avait les clients. D'accord. Donc, ça faisait le match parfait. Donc, en fait, on est devenus d'abord associés avant d'être amis. Ok. Je pense que c'est une bonne chose parce que souvent, d'abord amis et après associés, ça crée des frictions. Nous, on a créé vraiment notre On va se battre. amitié dans le business. Et donc, pour ça que c'est assez sain et équilibré, même si on est complètement différents. Putain, trop D'accord. bien. Donc, c'est après tes stages. Ouais. Donc, tu retournes dans une période de cours, à peu près, c'est ça? C'est ça, la dernière année d'école. Dernière année d'école, Avant ok. avant de se lancer dans la vie active officiellement. D'accord. Et donc là, après tes stages, tu sais directement que, bon, ça va pas le faire finance, etc. Ou bien tu gardes quand même dans ta tête, ok, peut-être que je vais essayer de décrocher un CDI dans une grande banque américaine. On m'avait fait les offres de CDI dans les stages que j'ai fait. Ouais. Ah, Donc, ok, d'accord. À la J'avais- BNP, à J'avais le cette Gouffre. option. Et je me suis dit, c'est le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si ça marche pas, j'ai la chance d'avoir fait une bonne école, d'avoir un bon CV. Et je sais Ouais. que j'aurai pas de souci à retrouver un Ouais. boulot en finance. Et tu serais plus enfermé à accepter ça directement plutôt que tenter et après on verra si ça marche pas. Ouais, je me dis que c'est le bon moment pour tenter. On n'a pas de femme, pas d'enfant. Et on peut se permettre de prendre des risques. Mm. Parce que tu peux pas faire quelques années plus tard quand ta femme, enfant, crédit de la maison. Ouais, c'est c'est pas sûr. pareil. Tu te sens un peu les mains liées. Ouais. Et en plus, la chance, j'ai profité de cette dernière année d'étudiant. Mes parents m'aidaient encore sur le loyer, etc. Mm. C'était le bon moment. J'avais un peu de temps. C'était le bon moment pour lancer ça. Ouais, ce que je vois beaucoup, c'est que justement, tu as plein d'étudiants qui se disent qu'ils aimeraient bien entreprendre. Bon, déjà, qui n'ont pas d'idée. Mais d'un autre côté, qui se disent, ouais, mais je veux d'abord me rendre compte de ce que c'est le monde du travail. Je veux d'abord
j'ai pas assez d'expérience, je me sens pas prêt, etc. Donc, je vais d'abord aller voir et puis j'entreprendrai après. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que le après, c'est pas la même chose. T'as un loyer à payer, comme t'as dit, t'as peut-être des enfants, maintenant t'as quelque chose à perdre, un CDI. Ouais. Donc, c'est pas pareil. Le après est plus compliqué. Ce après là, il va très vite, hein. Dès qu'on Ouais. s'insère dans la vie Ouais. active, ça tout s'enchaîne très très vite et du jour au lendemain, on se retrouve dans une situation, un château de cartes que on a trop à perdre à le mettre en jeu. Ouais. Tu veux... Mais la réalité aussi, il faut pas pousser naïvement tous les étudiants Non. à aller entreprendre parce qu'il y a plein de réalités. On prend, pour nos écoles, on prend des crédits étudiants. Par exemple, c'est un gros frein à l'entrepreneuriat. Moi-même, Ouais. c'est quelque chose que je gère chaque mois. Et aussi, mine de rien, on manque beaucoup d'expérience quand on entreprend jeune. Il faut savoir que on a cette idée des réussites très jeunes, des Zuckerberg, etc. Mais les vrais entrepreneurs qui réussissent, c'est 40 ans et plus, parce ils ont 15 ans, 20 ans d'expertise dans un métier. Ils se décident de lancer une entreprise dans ce domaine parce qu'ils maîtrisent, ils vont le reformer, le reformer. Et là, ils réussissent vraiment. C'est vrai que quand on est jeune, on est plein d'espoir, mais l'entrepreneuriat, c'est dur. On ne le dit pas assez, c'est difficile. Et le manque d'expérience peut vite nous rattraper. Le manque de solidité Après, là, financière et psychologique tu aussi. parles de ceux qui ont monté les plus grosses boîtes. Ouais. Mais après, pour ce qu'on appelle des business lifestyle, c'est-à-dire que pas nécessairement gagner des millions, lever des milliards, etc. Mais peut-être juste en vivre un 5 000, un 10 000, même 20 000 euros par mois. T'en as qui le font, et même jeunes. Et est-ce que la difficulté dont tu parles de l'entrepreneuriat, le manque d'expérience, est-ce que c'est pas ça, justement, aussi, l'entrepreneuriat? Ouais, non, clairement. De toute façon, l'entrepreneuriat, moi, une image que j'aime bien, c'est que par exemple, depuis qu'on est tout petit avec le système scolaire ou même le travail, le CDI, c'est un peu une route. Et tous les panneaux nous disent avance dans cette direction, avance dans cette direction, et c'est tout droit. Et tu peux mettre ton cerveau en mode off et avancer. Donc l'entrepreneuriat, t'es au milieu de la mer, tu tentes d'aller à droite, on va t'attraper le bras, tu tentes d'aller à gauche, on va t'attraper. Tu sais pas dans quelle direction aller. T'es vraiment livré à toi-même. Et c'est vraiment ça qui est déroutant. C'est vraiment ça qui est déroutant. Et le système nous a formaté pour nous mettre des œillères et avancer tout droit, avancer tout droit. C'est assez perturbant de se rendre compte que on peut aller de tous les côtés, mais ça veut aussi dire dans tous les sens. Ouais. Avant de switcher sur toute cette partie entrepreneuriat, moi j'aurais juste une petite question quand même, parce que du coup on a un peu dit que c'était une désillusion pour toi, ce côté finance. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des avantages à y être et à y travailler, ou pour toi c'était que des inconvénients? Non, je veux pas être clivant comme ça. Non, il y a vraiment eu des points positifs. Faut savoir, moi j'ai aimé mes expériences en finance et que j'ai pas du tout détesté ça ou autre. J'ai beaucoup aimé et ça correspond même bien à mon mode de vie. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui me couche tard. Ouais. Comme je vous ai dit, j'aime travailler. Donc, le M&A, c'était pas du tout pesant pour moi. Et que si j'avais pas fait d'entrepreneuriat, j'y serais retourné et j'allais pas être malheureux. C'est plus dans la projection. Ouais, c'est plus dans la projection. Et Il te manquait un drive. Et voilà. toi, t'as besoin de Et ça. ce driver et c'est toujours d'aller rêver, de nourrir mon ambition, ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat et que je n'aurais pas forcément retrouvé dans la finance. Ouais. Et encore, je suis sûr que même dans la finance, après quelques années, j'aurais trouvé un moyen d'exprimer ce côté entrepreneuriat via du private equity, etc. Ouais. J'aurais trouvé le moyen de mettre ma touche. Mais j'ai pas du tout détesté ces expériences. Et même, ça m'a apporté pas mal de points positifs dans la manière de réfléchir, dans la manière d'être structuré. Par exemple, aujourd'hui, voilà, tout ce que j'ai appris en finance, je le réapplique dans mon business. Par exemple, pour le suivi des KPIs. Moi, j'ai un business de location. En fait, c'est un business de data. Ouais. Je dois savoir exactement quelle pièce, nombre de locations qu'elle a faites, est-ce que j'ai atteint mon seuil de rentabilité, à combien je dois la vendre pour retomber sur mes pattes, etc. Donc, j'ai mis en place des systèmes Excel assez complexes pour pouvoir traquer absolument tout. Là, on va passer sur des ERP. Mais en tout cas, ça me fait une fluidité d'esprit qui me permet d'aller vite et d'être sharp. Donc non, ça a été très positif. Et je pense que ça reste la meilleure formation à avoir avant l'entrepreneuriat. Ok. Ouais, clairement. Plus que l'école de commerce, du coup. Ou c'est lié les deux? En vrai, en école de commerce, le moment où j'ai le plus bossé, c'était pour préparer les entretiens. Ouais, M&A, ouais. Donc oui.
Ouais, donc c'est principalement la finance qui t'a permis, enfin, tes stages en finance, du coup, qui t'ont permis de te former toi directement et qui t'apportent des clés chaque jour pour piloter ton entreprise, plus que ce que tu as appris en école, sur campus, pendant les cours. Ouais. Mais on est beaucoup à taper sur les écoles de commerce. Mais Je dis mais, c'est parce qu'aussi, on fait pas l'effort. Moi, comme Ouais. vous avez entendu, dans le sens où, moi, je vous ai dit, voilà, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait grand-chose à l'intérieur. Et j'avais un débat avec d'autres amis, mais qui disaient parce que on s'attend aussi que tout vienne sur un plateau d'argent, alors que ceux qui ont fait un peu l'effort d'aller chercher, il y en a, ils m'ont dit, ben cher, c'est dommage parce qu'on avait ce débat. Par exemple, ce cours-là, si tu prends le temps de l'écouter, si tu prends le temps d'aller discuter avec la prof, si tu prends le temps d'aller lire les ressources, les livres ressources qu'ils te qu'elle nous a donnent. données, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Du coup, j'ai des amis qui ont dit, bah ouais, on est tous à taper, mais on fait pas l'effort aussi. Parce qu'on arrive déjà avec l'a priori qu'on est en école, on va rien foutre. Donc, c'est sûr qu'on est un peu hermétique au fait que ça Ouais. nous aide. Donc, voilà, la balle est dans les deux camps. Ouais, c'est vrai, je suis un peu d'accord. J'ai eu des cours aussi où je me suis rendu compte que, en les travaillant, bah, tu peux y trouver de l'intérêt réel. Et que ça, C'est qu'on fait pas d'effort. ouais, tu peux le leverager derrière, alors que ouais, si tu fais juste les cours pour y assister derrière, tu passes juste les examens. Alors, c'est pas le cas de tous les cours. Il y a des cours, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je trouve qu'ils seront toujours inintéressants et qu'ils Oui. seront très superficiels. Mais il y en a où effectivement, ça t'apporte des vraies clés. Mais bah, il y a cette différence entre la prépa où tu as full pression. Enfin, tu joues à ce moment, quand tu es en prépa, tu as l'impression de jouer ton avenir. Peut-être que tu la joues. Ça fait prépa, toi aussi? Ouais, Ok. ouais. Bah, c'est là où on s'est rencontré avec Boris. Ok. C'était à Commercia en 2e année. Et du coup, ouais, bah, tu joues un peu ta vie. Tu vises le top école de commerce. Tu fais tout pour réussir. Et une fois que tu rentres, bah, en fait, tu n'as plus d'objectif vraiment. Ton seul objectif, c'est d'avoir ton diplôme. Et ça n'a pas l'air d'être un objectif hyper élevé, quoi. Donc, c'est aussi, je pense, pour ça que le gap et bah, le fait que les gens ne travaillent pas forcément, s'investissent pas de ouf, il est encore plus gros. Et je pense que Ouais. c'est parce que c'est aussi ce qu'on nous vend en prépa. On nous vend que, ok, Oui. tu charbonnes, Oui, mais c'est ça. mais une fois que tu arrives, tu seras cool, tu pourras faire ce que tu veux, et dans tous les cas, tout va bien se passer. Tu l'as dit toi-même que ce sera une autoroute. Après, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où, justement, t'en as beaucoup, après coup, qui se disent, bon, bah, la vie, c'est une autoroute. C'est-à-dire que les choses bien, les hautes positions, comment dire ça, le succès m'est dû parce que j'ai réussi la prépa. Et donc, Bah, parce que je suis arrivé en école. Alors qu'en réalité, quand tu arrives en école, c'est là qu'il y a tout à faire. Ouais, non, En clairement. fait, c'est à ce moment-là que, en fait, ouais, et même c'est un sentiment que j'ai ressenti quand je suis arrivé à Le Mans, enfin, qu'on m'a fait ressentir plutôt, on m'a fait ressentir que j'avais réussi ma vie, tu vois. Et je suppose que toi, Ouais. ça Parce paraît. qu'on on nous a gobé le. C'est ça. C'est comme ça qu'on on est des chevaux, on nous alimente à ça en prépa. Ouais. Ah, si vous intégrez telle école, vous allez réussir votre Mm. vie. Si vous intégrez telle école, vous allez réussir votre vie pendant 2 ou 3 ans. Ah, on est. Alors qu'en on est drogué réalité, à c'est ça. là que ça commence. Et tout, et vraiment tout, c'est cette affaire. Et moi, je l'ai vu. J'ai compris ça quand moi, je suis arrivé en école. De base, j'allais en école de commerce parce que je pensais qu'on allait m'apprendre 2 choses. Premièrement, gagner de l'argent. Deuxièmement, apprendre à créer mon entreprise. J'arrive, bon, j'ai pas trop vu ça, mais moi, c'est... Encore, le Lyon s'est recruté pour être l'école de l'entrepreneuriat. Hein. C'est pas un procès ici, c'est pas un procès. Allez, on coupe. Allez. Oh, j'allais Le dire, mon- bosse le le monteur, personne à le deux monteur, il va bosser lui. C'est lui le moi. monteur. Non, mais moi, je me souviens d'un truc. Je me pointe à l'incubateur de l'EM Lyon. J'avais réfléchi à une idée de start-up, etc. et tout. Dans ma tête, c'était Zuckerberg. Hein. Je me pointe à l'incubateur. J'arrive devant une porte, il y a une petite dame à l'intérieur. La porte est entrouverte. Je toque. Je dis bonjour. En plus, moi, je suis timide, tu vois. J'arrive, je suis en première année et tout. Elle me fait oui, c'est pourquoi? Je dis je suis bien à l'incubateur. Elle me fait bah oui, c'est écrit sur la porte. Je lui dis oh, ok. Elle me dit c'est pourquoi? Je lui dis j'ai une idée et j'aimerais bien bénéficier de l'incubateur et tout pour mon idée. Elle me regarde de haut en bas, elle me dit vous êtes en quelle année? Je fais bah en première. Elle me fait mais laissez tomber, personne ne monte de boîte en première année. Je lui dis ouais mais si moi j'ai envie, on fait comment? Il me dit ouais bah si vraiment t'as envie, il y a un concours en avril et si tu le gagnes peut-être que tu pourras bénéficier de l'incubateur. Donc je me dis attends, l'année coûte tant, ok? Mais On t'a vendu l'entrepreneuriat, les t'arrives. écoles de com- Ouais.
accompagne pas du tout les parcours C'est entrepreneuriaux. c'est fou. Et j'arrive et je me dis, attends, ça veut dire que je sors d'un concours, il faut que je participe à un autre concours pour avoir la chance de bénéficier d'un incubateur. Là, c'est pas que je demandais pas un financement, je demandais juste Des conseils, ouais, de des l'accompagnement. conseils, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, tu veux réussir, bah, tu vas devoir te débrouiller tout seul dans l'entrepreneuriat. Ah oui, non. Et là, j'ai bifurqué, je suis allé sur chercher comment on gagne de l'argent, etc. Voilà. C'est quoi l'idée de base que tu as eue? Ça m'intéresse. L'idée, c'était justement, je galérais à faire un prêt étudiant parce que j'avais un problème de garant. Je note l'idée. Hein. Tu peux- On sait jamais. J'en ai plein de toute façon pour toi si tu veux. Et je me disais, bon bah, je vais créer une plateforme qui va mettre en relation des gens qui ont besoin de garant, justement. C'était ça, c'est tout bête. Au final, je pense que j'allais pas continuer là-dedans parce que j'avais pas un vrai drive pour ça. Je me disais juste, c'était une idée. J'ai eu la même idée en voyant à l'ESCP, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers. Ouais. On pouvait venir que pour des semestres. Et ils venaient, donc ils venaient 1 an ou encore plus, ils venaient juste 6 mois. Pour trouver un logement à Paris, c'était un enfer pour eux parce que, ils sont étrangers, les garants étrangers, ça passe pas, etc. Du coup, moi aussi, j'avais cette idée de Ouais. mettre en place une plateforme pour leur obtenir des garants immobiliers, quoi. Et après, j'ai vu que créer une telle plateforme, ça coûtait entre 50 et 100 000 euros. Je me suis dit que j'avais pas un drive assez puissant là-dessus pour me dire, ouais, je vais m'endetter là-dessus. Et mais mec, mais je suis allé démarcher des ingénieurs, des codeurs, etc. Je me suis fait recaler pas mal de fois. Et aussi, bon, je savais pas vendre, je savais pas me vendre non plus. Et du coup, après, je suis parti sur autre chose, mais ouais. C'est ça qu'on apprend. Ouais, Et c'est ça. ce que tu as dit sur les incubateurs, c'est intéressant. Moi, je suis pas fan des incubateurs Ouais. parce que je trouve ils ont eu une idée trop scolaire de l'entrepreneuriat. Ils veulent vraiment scolariser ça. Les incubateurs, voilà, toutes les 2 semaines, tu dois revenir, ils te donnent des missions à remplir, etc. C'est vraiment scolariser l'entrepreneuriat alors que ça se passe pas du tout comme ça. Tu t'es fait incuber ou Non, pas du moi, tout j'ai du coup jamais été, Vraiment pas. Ouais. J'ai compris les trucs très drivés, très Ouais. très discipliné comme ça, là, ça me correspond pas. Mm. Il n'y a pas la place, je saurais pas trop l'expliquer, le concept, je crois que tu le maîtrises mieux que moi, le concept de Blitzkrieg. Ouais. C'est-à-dire, ils ont vu que c'est très scolaire, il n'y aura pas la place à l'impro. j'ai que des mots anglais, En fait, ouais. En fait, l'idée, c'est que eux, ils vont avoir une conception d'entrepreneuriat qui est très step by step. On organise tout, on C'est prévoit développé, tout, ouais. on sait exactement comment chaque brique doit s'empiler. Et l'idée du Blitzkrieg, c'est en fait, va dans l'entrepreneuriat à fond, tu fonces, tu gères tes problématiques au jour le jour et tu fonces tête baissée. Et puis, si ça passe, ça passe. Si ça casse, pas grave. T'es agile, t'es une start-up, t'es jeune, tu peux encore modifier derrière et les risques que tu vas prendre, ils sont pas énormes. Et ça, du coup, c'est un peu les deux conceptions. T'as le truc incubateur qui est un peu très cadré et le Blitzkrieg qui est un peu plus en mode on y va, on fonce et on verra. Ouais. Plus rustre. Et du coup, toi, t'as Blitzkrieg. Vraiment. Tête baissée. Puis même, je Tête trouve baissée. que ce genre d'institution, ça laisse pas assez la place à, comme tu as dit, l'improvisation, mais aussi des fois aux visions différentes, aux petites roublardises que tu peux aller chercher, comme toi, tu vois, je suis sûr que tu vas nous raconter, mais qu'il y a des fois où t'es peut-être allé un petit peu border sur... Je vois l'image de moi que t'as, Boris. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Non. complètement faux? Non. Non, mais moi, je pense que quand t'es une boîte, et surtout que j'ai que des mots anglais qui me viennent, mais genre, t'es là, t'es dans une vision du hustle, tu vois, que t'as pas forcément papa et maman derrière qui peuvent tout baquer, t'as pas de personnes qui vont lever des fonds pour toi, que t'es obligé d'aller construire toi-même brique par brique, t'es obligé, des fois, d'être un peu smart, d'être un peu malin, d'aller chercher toi-même, T'es obligé. Tu peux pas attendre sur les autres, tu Ah vois. ouais, t'es C'est à obligé. toi parce que ta vie en dépend un peu. Parce que De toute façon, t'aimes dans bien. l'entrepreneuriat, t'es seul en vrai de vrai. Ouais. Hein. C'est toi et toi seul. Hein. Et du coup, toi et toi seul en entrepreneuriat, ils ont fait comment? Comment Attends, t'as géré juste ça? avant ça, Ouais. dernière petite question sur finance. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans le monde du travail, surtout dans les mondes corpos, qu'il y a beaucoup de discrimination, de racisme, etc. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as vécu ou si tu veux en parler ou pas? Bon, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu. Ouais. Et ça a même été, je trouve, moi, ça a été un point positif pour moi. Ouais. Parce que je trouve que quand, par exemple, moi, je suis noir, et quand tu fais autant que tu arrives avec un bon CV, bonne école, tu te débrouilles bien en entretien, etc. Et je pense qu'à part égale, ça peut même peut-être Ouais. faire un petit boost. Donc moi, en tout cas, je l'ai toujours vu comme un boost plutôt que l'inverse.
T'es pas, ouais, toi, t'es pas dans. Peut-être qu'il y en a qui le vivent, il y en a sûrement qui le vivent, mais t'es pas dans une optique de ta tête de victimisation dès le départ. Pour toi, tu te dis, ok, il y a ça et je vais en faire une force plutôt que de me dire c'est quelque chose qui va me freiner et te mettre toi-même des barrières, quoi. Ouais, pas du tout. Moi, je me dis ça, je vais le transformer en point positif. Ok. Ouais, comme tu dis, je cherche pas la petite bête, je vais pas du tout chercher à me victimiser ou je pense qu'il y a plein de peut-être j'ai rencontré des comportements en face de moi, mais mon cerveau, il est pas du tout à aller chercher le négatif. Ouais. Moi, je suis vraiment quelqu'un de qui prend vraiment toutes les ondes positives. Donc peut-être même il y a des comportements certains peuvent l'avoir vécu comme du racisme, moi je vais même pas le calculer. Pour toi, ouais, ça n'existe pas. Tu fais Ouais, ton truc et. franchement, donc non, je j'accorde pas d'importance à ça et les seules fois où je l'ai vu, ça a été positif. Après, bon, de temps en temps, il y a des petits rappels à la réalité quand je cherche un appartement. Je me rappelle que je suis noir et que faut que j'aille aux visites très bien habillé. Il y a des petits rappels de temps en temps, faut pas avancer. Mais de manière générale, non, Pas de problème sur les CV où t'en envoies 150 et t'as pas de réponse. Pas ce genre de choses. En tout cas, pas plus de refus que les autres. Que les autres. Hein. Ouais, totalement. Pas plus de refus que les autres. Ouais. De toute Ok. façon, maintenant, il y a des quotas. Donc, vas-y. Attends. Ouais. Du coup, ma question c'était comment t'as vécu le fait d'entreprendre en étant encore étudiant à l'ESCP? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que t'as été accompagné? J'ai cru comprendre que pas du tout. Du coup, est-ce qu'on t'a presque mis des bâtons dans les roues du coup avec les cours? Comment ça s'est passé? Donc, moi, du coup, j'ai entrepris vraiment en parallèle des études ma dernière année à l'ESCP. Et ça a été compliqué parce que c'est un travail assez prenant où il y a un contact direct avec les clients, artistes avec ou les clients. stylistes? Après, faudrait que j'explique un peu le business. Bah, si tu veux, fais-nous une si tu big veux, vas-y. picture du business, qu'on comprenne et qu'on sache c'est quoi les tenants, les Pour aboutissants. la big picture du business, du coup, c'est un service de location de vêtements de luxe dédié aux professionnels. Notre premier marché, c'est le monde de la musique. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est leader sur le marché avec la majorité des artistes qui portent nos pièces, que ce soit pour des clips, des concerts, des interviews, des showcases, etc. On a aussi un pied dans le monde du sport, un pied dans le monde de l'influence. Et là, on est en train de s'ouvrir au marché du cinéma. On a déjà travaillé avec Netflix, avec Amazon, avec Canal+, etc. D'accord. En ce moment, il y a la saison 3 validée sur Ouais. Canal. Ok. On fournit une partie des habits, etc. On fait plein de projets intéressants. Moi, je suis très mauvais vendeur, donc je voulais un service où le client est convaincu immédiatement. Donc là, on propose de porter les habits de tes rêves pour une fraction du prix d'achat. Donc elle est hyper facile à marketer, l'offre. Ouais. Et la demande est énorme et on est les seuls sur notre marché qui se définit par les hommes, le luxe et la clientèle professionnelle. Donc on a vraiment une autoroute, on a énormément de demandes actuellement, on refuse 9 demandes sur 10. Donc en fait, le souci, c'est pas du tout la demande, c'est l'offre. Et l'offre, on va dire, c'est lié au stock. Et pour faire simple, le stock, 25% du stock, je l'achète. Donc c'est du stock que je dois rentabiliser avec les locations. Ouais. On loue environ à 10% du prix boutique. Ok. 50% du stock, c'est ce que j'appelle le système collaboratif. On convainc des gens qui ont des articles de luxe de venir nous les mettre en gestion pour qu'on les loue à leur place et que ça leur crée de la rente financière. On leur donne 70% du montant et nous, on prend une commission de gestion de 30%. Et le 25% restant, c'est des marques qui nous prêtent ou nous donnent leurs produits, leurs vêtements, parce qu'elles savent que via nous, ça va être porté par les célébrités et leur faire de la visibilité. Donc, on a un showroom. En fait, c'est avec mon associé, on a pris un plutôt grand appartement dans le 16e et on a aménagé toute une partie en showroom. Là où vous vivez? Ouais, exactement. Ok. C'est toujours le cas jusqu'à on va ouvrir dans les mois à venir un véritable showroom. T'as des photos de ça pas pour maintenant, mais pour plus tard, peut-être on pourra en afficher. Ouais, je vais pouvoir te trouver ça. Et donc, le téléphone fait que sonner, je vous ai dit la demande. Il y a des clients qui passent. Comme c'est de la location, pour venir chercher la pièce, le retour des pièces, tu as le pressing, tu as le couturier, tu as parfois faire de l'achat sur mesure, tu as parfois de la demande sur mesure, tu as parfois, ils ont besoin de nous. Donc, soit on fonctionne avec des intermédiaires. Par exemple, pour le monde de la musique, c'est les stylistes. Okay. Pour le monde du cinéma, c'est les costumiers. Soit parfois, on travaille en direct avec des artistes. Donc, c'est un va-et-vient incessant. Donc, c'était un environnement compliqué pour suivre correctement les cours. Ouais, tu m'étonnes. Donc, j'ai pris au maximum les cours
Distanciel. en distanciel. Sauf que j'arrivais même pas à me connecter. Et dans les débuts, tu fais tout. Donc, tu es toujours à bouger à droite, à gauche, Justement, c'est etc. comment les débuts? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez l'idée, tu m'as dit que du coup, ton associé, il a déjà les contacts. C'est quoi le début? Comment vous avez commencé? Vous avez commencé par aller acheter les pièces Comment ça se passe? Donc, en vrai, pour expliquer un peu les débuts, il faut que j'explique Vas-y. d'où l'idée est venue. Vas-y. En fait, moi, il faut savoir, quand j'étais au collège, mon meilleur ami de l'époque, c'était mon voisin. Et on faisait armoire commune. Alors, chaque soir, avant d'aller au collège le lendemain, on allait dans l'armoire de l'un, l'autre allait tirer des habits. Ah ouais, ce pull, il irait grave bien avec ma nouvelle paire de chaussures, etc. Ça, c'était depuis le collège. Au lycée, j'avais créé un groupe Facebook avec une dizaine d'amis qui aimaient la mode tout autant que moi. Et pareil, on se commandait des habits. Boris, le pull que tu as mis vendredi dernier, là, est-ce que tu peux me le ramener? Donc, on se donnait rendez-vous juste avant le début des cours, le matin, pour s'échanger les habits et se former des outfits, etc. Stylé. C'est pour ça qu'en prépa, moi je me souviens, à chaque fois que j'arrivais avec une nouvelle paire, un truc, tu me disais, ah ouais, bien, toi t'as vu. Il plaçait déjà les pions sur tes pièces. Je sais pas si tu te rappelles, en prépa, il y avait Nils qui avait pas mal de pièces. Oui, oui, oui. Et j'avais même créé ce petit réseau Ah ouais d'échange de... Attends, t'étais pas à l'internat comme nous. Ouais. Je sais que Sydney, on avait pas mal. Ouais, aussi, tu vois. Du coup, il y avait même ce petit... Ah, moi, j'ai embêté les gens, prête-moi ça, prête-moi ça, prête-moi ça. Ok. Donc, j'ai toujours eu ce truc-là. Et sinon, quel point je voulais dire Du coup, moi, tu comprends que j'ai toujours aimé la mode. J'ai pas envie de dire que je suis passionné ou autre, c'est too much pour moi. Mais j'ai Ok. toujours bien aimé ça. Et de plus en plus, je voulais des trucs de plus en plus chers que j'avais pas forcément les moyens d'avoir. Et moi, pour mes parents, l'éducation, ça a toujours été la priorité. Donc, ils m'ont toujours mis dans des écoles privées. Donc, j'étais entouré de personnes qui avaient plus les moyens que moi. Donc, ça a peut-être encore plus créé cette frustration. Et je me rappelle, l'élément déclencheur, c'était un ami à moi qui faisait un anniversaire flambant neuf à Saint-Tropez. Ok. Et je sais qu'on avait un groupe WhatsApp, tout le monde se chauffait, ils allaient être super bien habillés, etc. Tac, tac, tac. Juste, j'avais pas un rang en poche. Et il fallait que je trouve un moyen d'être à la hauteur pour l'événement, là. Donc, je réfléchis à un stratagème. Et là, je me suis dit, en fait, je vais emprunter de l'argent à ma mère, m'acheter des habits. Ensuite, je vais faire louer ses vêtements pour pouvoir lui rembourser son argent. Donc, c'est la base de ce stratagème-là. Et de fil en aiguille, j'ai embrouillé un peu ma mère. Elle m'a prêté cet argent. Je suis allé acheter des J'ai habits. embrouillé ma mère. Non, vraiment. Après, là, j'avais pas le choix. Après, je me suis dit, là, faut absolument les louer pour pouvoir rembourser, etc. Ouais. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est venu. Et Comme t'as- je disais, au début, je pensais le louer à mes amis qui sortaient, puis les contacts de Steve, etc. Puis toute cette D'accord. population parisienne qui aime le show-off, on va dire. Ouais. Et au moment où j'ai eu cette idée, il y a eu le deuxième confinement. Tu sais, ce confinement qui est arrivé de manière inopinée, qu'on n'avait pas prévu. Ouais. Et donc là, si tout le monde est confiné, il n'y a plus aucune raison de sortir, donc plus aucune raison de s'habiller. Ouais. Et là, on s'est retrouvé avec ce petit investissement. C'était 5 000 euros de vêtements sur les bras avec mon associé. Ouais. Mais en fait, le projet, il est mort dans l'œuf. Quoi. Ouais. On est mort, faut qu'on rembourse ma mère. On fait comment? Vous aviez pas encore trouvé de clients en plus? Non, pas du tout. Vous aviez Ah. juste fait l'investissement des vêtements que vous Ouais, aviez... c'est ça, exactement. Et ça, vraiment, dans l'entrepreneuriat, le plus important, c'est se lancer. Une fois que tu te lances, tu es à la mer, tu es obligé de trouver un moyen de nager, Ouais, Attends, justement, sortir. il y a beaucoup de gens remonter la côte. qui ont peur de ça parce qu'ils se disent bon bah j'ai pas les fonds, tu vois, pour par exemple pour emprunter et pour pouvoir parce que tu as eu besoin par exemple pour ton business au début t'as dit 5 000 euros donc Ouais. de constituer une base pour pouvoir après les vendre, mais un truc auquel on pense pas nécessairement et tu vas me dire si tu y avais pensé après vendre, c'est-à-dire une sorte de dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est pas juste la vision qu'on a de l'arnaque, etc. C'est juste, on se passe de... Comment on appelle ça? On commande pas, on n'a pas de stock. Voilà, il n'y a pas de stock. C'est juste, tu vends, tu fais le marketing et une fois que la personne a acheté, après, tu vas chercher les pièces. Ce qui fait que tu économises... Enfin, t'as pas besoin de prendre plus de risques que ça. Ouais. Tu y avais pensé? Ouais, beaucoup de personnes m'ont dit fais comme ça quand je Ouais. me plaignais toujours et là je me plains encore de ne pas avoir assez de stock. Ouais. Mais moi, ils ont besoin de la chose de manière Ah, ils ont besoin de instantanée. tâter, C'est ok. pas Ouais. compatible avec ton C'est- business Ouais, model. voilà, c'est pas Ok. compatible. Toi, C'est c'était pas vraiment de la compatible. demande de short notice. Et ça nous appelle. Parfois, il faut la pièce pour dans 2 heures, etc. Ah ouais. Donc, moi, c'est pas. Et parfois, ils ont besoin d'essayer, etc. Donc, malheureusement, pour mon business, c'est pas possible. Mais c'est une très bonne idée qui s'applique à d'autres types de business. Ouais, parce que je suppose que toi, on a dû te tanner avec passe en ligne.
genre e-commerce, etc. Comme ça, t'as pas besoin, parce que je sais que ça s'est beaucoup fait sur les sneakers, tout ce qui est Kikikix, Ouais. Ouais, The New. With the New, etc. Digitalisé au maximum. Ouais, il y a au final, le business model, c'est que ce qu'ils vendent et ce qu'ils affichent sur leur site, ils ont pas les pièces. Et une fois Ouais, que les je gens comprends. achètent, ils vont les Mm. chercher. Donc, Je comprends. Ça marche, ça peut bien marcher pour la vente, si tu as un système bien huilé, mais pour la location, c'est Ouais. mort. Ouais, J'ai location, essayé rapidement, non, c'était pas ouais. possible. Puis toi, c'est peut-être beaucoup un business aussi de contact, de relations directes. Enfin, les gens, ils viennent aussi parce que c'est vous. En vrai, on est les seuls sur le marché. Ouais. Donc, oui et non. En vrai, là, c'est vraiment l'offre qui. Ouais. Et c'est juste l'offre et le service qui nous a permis d'avoir les Ok. contacts plus que l'inverse. Ouais. Parce que de base, les contacts, je parlais des contacts de mon associé, c'était des contacts en B2C, pas du tout en B2B. En B2B, comme je dis, moi, je viens du sud d'Avignon. Même lui, il vient de la banlieue parisienne. On avait absolument zéro contact. Hein. C'est vraiment. Comment on a eu ce premier contact? Moi, je disais que j'avais eu ce capital, le confinement, donc plus Ouais. aucune raison de sortir. Donc, on se regardait, le projet est mort dans l'œuf. On avait fait une petite vidéo sur Instagram qu'on avait partagée à tous nos amis. Et il y a un ami de mon associé qui nous a mis en relation avec un styliste. Le styliste, il nous a dit, votre service est super intéressant. Moi, ça peut me servir pour mes clients. Comment on peut bosser ensemble? Du coup, ça a été notre première location via un styliste. C'est le styliste de l'artiste Leto. Ouais, Mhm. ok. C'était notre Leto en feat avec Nino. D'ailleurs, on a fait les deux. Donc, ça a été notre première. Macaroni. Exactement. Ah, c'est toi qui as fait Exactement. les vêtements sur le clip Macaroni de Exact. Nino et Leto, c'est toi, du coup. Exactement. Ok. Donc, c'était notre premier placement. Et là, on a compris que le monde de la musique, ça continue à tourner malgré le confinement. On a aussi compris que s'il y avait un styliste, du coup, il y avait du budget. Ouais. Qu'il y avait quelque chose à faire. On a posé des questions, on s'est renseigné, on a compris que voilà, la gestion de leur image, c'était quelque chose de très important. Parce que ils vendent une image, ils vendent un mood, je ne sais pas comment dire. Ouais. Donc, c'est très important. Il y avait même un budget qui était alloué pour ça. Et donc, on a compris que, bon, c'est un marché, ça a l'air structuré, ça a l'air... il y a une véritable demande. En tout cas, la demande est plus que palpable. Donc, on fonce. Et ce styliste, on est allé dans ses followers, on a suivi, Ouais, on a ok. trouvé d'autres stylistes, on les a ajoutés, on a envoyé des messages. Petit à petit, c'est comme ça que Ok, c'est on comme a ça que formé ça a ce réseau. commencé. Et un styliste, il a 5 ou 6 artistes. Sauf que petit à petit, on a tout. Les stylistes sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes pour apporter des événements à leurs clients. Donc après, quand tu touches 10 stylistes, ben, tu peux facilement toucher 50 artistes. C'est pour ça que très rapidement et très vite, on a Ok. pu être présent, Ouais, je vois. partout. En fait, un contact, on amène 10, et après, c'est exponentiel. Et après, ça reste un petit monde, Ouais. bouche en oreille, Hiro. On essaie toujours d'avoir le meilleur service possible. On a essayé aussi de mettre en place des systèmes qui facilitent le boulot. Par exemple, le styliste a toujours le stress de savoir est-ce que l'habit va aller au client ou pas aller. Du coup, nous, on a mis en place, prends ce dont tu as besoin et juste, au retour, on te facture que ce qui a été vraiment porté. Du coup, ça lui permettait d'avoir du choix, de ne pas être stressé au niveau de la taille, de mettre des petites améliorations comme ça, propres à leur boulot pour être leur service préféré qu'ils nous utilisent au maximum. Ok. Donc, c'est ça aussi qui nous a permis de vite faire notre nom dans le milieu. Et... Ouais, vous êtes parti avec une idée en tête de vraiment de partage et de collaboration, et pas seulement argent direct, on veut que prendre, mais aussi donner. C'était dans le sens où, comment dire ça, c'est-à-dire que vous bâtissez de la confiance avant tout avec les relations que vous avez, parce que vous savez que dans le long terme, ça va vous servir. Ouais, c'est important. Ouais, je pense qu'il ne faut pas être trop focus argent dès le Ouais. début, mais vraiment, comme dit Jeff Bezos, le plus important, c'est le service client, la satisfaction du client. Essayer de faire ça au maximum, sans non plus perdre de l'argent. Hein. Essayer de mettre ça au centre. Putain, je me souviens, là j'ai un flash là. Je me souviens d'un truc. Est-ce que tu te souviens en première année? J'ai peur. Là, j'ai vraiment... Tu peux avoir peur. Non, non, Protège-moi. Moi, on m'a parlé d'anecdotes quand on s'est appelé. Hein. On m'a dit qu'il y en aurait qui sortiraient. Hein. On était avec Rusig, le prof d'éco. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Je me rappelle de lui. Ouais, il avait dit, tu sais, il faisait se lever tout le monde et dire ce qu'on voulait faire. Et en Ok. fait, là, tu viens de dire Jeff Bezos. Ouais. Et je crois que t'avais dit un truc genre, tu t'es levé, t'as dit, ouais, moi, je voudrais atteindre le niveau de Bernard Arnault, etc. C'est vrai que j'ai toujours eu une fascination pour Bernard Arnault. Hein. Ouais, pourquoi? C'est le gars de Bernard.
Je l'appelle Bernard comme si c'était mon gars. C'est ton gars, Alors que- tu l'habilles, Monsieur Arnaud. tu lui files des petites tenues. Son fournisseur officiel. Ouais. C'est marrant, tout à l'heure tu disais que tu considérais que dans l'entrepreneuriat, c'était majoritairement des gens à expérience, parce que avec l'expérience, en ayant 30 ans, 40 ans, et donc des années d'expérience dans une industrie, tu allais développer de la connaissance sur cette industrie, et donc c'était plus simple d'entreprendre parce que tu avais de l'insight, tu savais quelque chose que les autres ne savaient pas forcément. Au final, toi, ce qu'on voit, c'est que l'insight, tu te l'es créé. C'est pas une idée que tu avais de base de t'adresser au marché de la musique et aux artistes, et c'est venu à toi, mais parce que tu allais le chercher aussi, tu t'es lancé, ça a raté le premier truc, t'as pas eu de chance, il y a eu le Covid, et donc tu t'es dit, on continue, on va essayer de trouver une solution, et c'est grâce à ça que tu as créé ton insight, et donc c'est possible en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des années d'expérience, c'est juste aussi en y allant, en tentant des choses, juste si tu fais des choses que les autres n'ont jamais fait, tu peux avoir directement une connaissance sur un marché que les autres n'ont pas, une opportunité sur un marché que les autres n'en ont pas. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'attendre des années et des années Non, clairement, il faut tenter, il faut tenter. Ce que je disais par rapport aux entrepreneurs de plus de 40 ans, c'est des statistiques. Aussi, c'est pour dire en opposition un peu à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Instagram. C'est pas facile. Instagram ou TikTok qui veut nous faire croire que n'importe qui peut entreprendre et qui encourage tout le monde à lâcher son CDI du jour au lendemain pour fonder sa boîte. Bien sûr. Que très rapidement, tout le monde va atteindre 10 000 euros par mois hyper rapidement. Et c'est qu'il y a énormément de mensonges et que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent des fausses réalités. Des fausses réalités et qui peuvent mettre des gens vraiment dans la difficulté. Ouais, c'est vrai. L'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile. Même, je pense, la part de chefs d'entreprise qui arrive à se payer chaque mois plus de 5 000 euros, j'avais vu la statistique, c'est très faible. Donc c'est vraiment, c'est le chemin le plus dur. Après, quand ça fonctionne, c'est le plus gratifiant, mais c'est très difficile et les gens le soulignent pas assez. Ouais, je suis complètement d'accord. Et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est au niveau de l'idée de business que tu as eue, c'est-à-dire qu'elle vient pas de nulle part. Et c'est même pas une idée, enfin, t'as pas entrepris pour entrepris. C'est-à-dire que tu avais un drive, c'est quelque chose, tu as parlé d'insight tout à l'heure, donc c'est un monde que tu connaissais, pour lequel tu avais une curiosité naturelle. Et en fait, tu as creusé là-dedans. Tu as creusé dans un truc où tu avais un drive naturel là-dedans aussi, tu vois. Et je trouve que généralement, les gens se disent, j'ai pas d'idée, je sais pas dans quoi entreprendre, mais ils se disent pas, ok, dans quoi j'aurais matière à creuser. Et c'est un concept qui vient dont je parle là. C'est l'Unfair Advantage, je sais pas si ça te parle. C'est un livre qui s'appelle The Unfair Advantage qui a été fait par Ashali Hassan Kuba. J'ai déjà entendu le nom, ouais. Ouais, et en gros, une petite définition rapide, l'Unfair Advantage, en gros, c'est un actif, c'est une condition, c'est une circonstance qui te met dans une position concurrentielle favorable par rapport aux autres. Et pour la faire simple, c'est par exemple, admettons, si t'es grand, tu vois, et que t'as une appétence pour le sport, bah, tu vois, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'être doué et d'être bon dans le basket, Bien sûr. par exemple. Et toi, quand j'ai su que tu faisais ton agence de location de vêtements, je me suis dit, ça fait sens, c'est cher. Tu vois, je me suis dit, c'est tout de suite, je me suis dit, ça fait logique, ça fait sens. Et donc, t'es pas allé chercher ça n'importe où. Et je pense que ouais, il faudrait que les gens se connaissent mieux et arrivent à déterminer, ok, dans quoi vous auriez potentiellement un avantage concurrentiel. Toi, tu avais ton associé qui, lui, avait déjà aussi potentiellement des contacts, mais toi aussi, vu que tu as ce drive naturel pour ça, sur le long terme, tu pourras aller beaucoup plus loin potentiellement que quelqu'un qui le fait juste pour le faire. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour me lancer de manière assez naïve parce que je me suis dit, au pire, si ça marche pas, hein, 5 000 euros de SAP, je vais être frais comme un gardon. Donc, c'est aussi, ça m'a permis d'y aller assez naïvement, l'esprit tranquille. Ouais. Donc, ça a été le petit avantage. Mais il faut savoir que c'était un momentum aussi, parce que moi, j'ai toujours été happé par l'entrepreneuriat et j'ai une note avec toutes mes idées d'entreprise. La note, elle est longue comme pas possible. Et juste, à ce moment donné, là, c'était mon idée qui me trottait Ouais. à ce moment dans la tête. Et comme tu dis, j'avais ces petits éléments, mais je l'avais pas formalisé clairement. Mais à ce moment donné, c'est au moment où cette idée s'est formalisée. C'est à ce moment où j'ai eu ce sursaut d'ego face à mes deux amis qui s'étaient lancés que je me suis dit, je fonce.
Mais si ça avait été 2-3 mois plus tard, j'aurais peut-être fait Ouais. dans un autre domaine, quoi. Il y avait aussi une notion de timing. Ouais, exactement. Ok. Et le timing, a été une très bonne chose pour notre business, parce que pour refaire un peu un historique, je parle du milieu de la musique comme c'est notre premier marché, le fait de voir par exemple des artistes porter des articles de luxe, c'est assez récent. C'est venu des États-Unis avec Jay-Z et Kanye West, après avec les Migos, etc. Donc les rappeurs français, en voyant les rappeurs américains porter des articles de luxe, ils voulaient aussi eux porter des pièces de luxe. De base, aussi il faut savoir pourquoi il y a des stylistes, parce que c'est important de comprendre. Du coup, l'artiste, il a un contrat avec sa maison de disques. Ok. Pour faire simple, la maison de disques, le contrat, elle mange la majorité de l'argent que va générer l'artiste pour pouvoir recouper sur l'avance, etc. Donc, l'artiste, lui, il est dans une optique, toutes les dépenses, c'est à la maison de disques de les gérer. Ok. Donc, s'il y a un clip, c'est la maison de disques qui le paye. Et quand il faut s'habiller, l'artiste, il dit, c'est pas moi avec ma carte perso, déjà que vous me laissez pas grand-chose, c'est pas moi avec ma carte perso d'aller me payer des habits. Donc, c'est à vous de gérer les habits. Sauf que la maison de disques, les vêtements, c'est pas du tout son domaine. Donc, elle va engager un styliste, lui donner un budget, Ouais. lui dire, voilà, gère bien ton budget, fais en sorte qu'il soit content au niveau du point de vue vestimentaire, et le reliquat du budget, tu le gardes dans ta poche. Donc, Ok. c'est comme ça que ça se fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'il y a des stylistes, ça va être un point important. Comme je l'ai dit, c'est venu des États-Unis, ce côté à vouloir montrer du luxe, etc. C'était pas du tout le cas avant. Avant, ils mettaient juste des Timberland et des Marcel Oh, Blanc. vite fait. Donc, c'est venu. Et pour le métier du styliste, de base, il avait la chance d'avoir un artiste qui a une belle notoriété, d'aller toquer aux portes de certaines marques. Ouais. Pas des grosses marques, hein, de petites marques, de moyennes marques. Leur dire, voilà, j'aime bien votre produit. Demain, je fais un clip avec tel artiste. Venez, on fait une collab, ça va vous donner de la visibilité, l'artiste va être content, et lui, il est au milieu, il fait l'intermédiaire. Quand les artistes ont commencé à vouloir apporter du luxe, Ouais. les stylistes ont essayé d'aller toquer chez les maisons Ouais. de luxe, excuse-moi, sauf qu'elles n'ont pas été Ouais. accueillies comme Ouais. ils devraient. On va pas s'associer. Voilà, on leur a fermé complètement la porte. Et donc, Ouais, c'est là il y où a eu une période de tension où les artistes voulaient du luxe, les stylistes ne pouvaient pas leur fournir, et personne n'était content. Ouais, Et parce personne que n'était content. c'est fou parce que tu vois des clips, tu vois les artistes avec des vêtements et tout, et naïvement, tu peux te dire, enfin voilà, tu peux te dire, bah, en fait, ils les ont achetés, tu vois, ça leur appartient, ou bien, Complètement. etc. Alors qu'en fait, non, et c'est normal, c'est beaucoup plus rentable. Mais en fait, il faut pas le voir de manière néfaste. Ah, ils achètent pas parce qu'ils ont pas les moyens. C'est Ouais, pas vrai. non, c'est pas Et vrai. même, il y en a beaucoup, ils ont plus que les moyens. Mais pour un même artiste qui, sans citer de nom, dans le même mois, il va faire un clip à la neige, et ensuite il va faire un clip au soleil. Ses habits de neige, il veut que ça soit des habits de luxe. Ça va coûter 8000 € d'acheter toutes les affaires de ski. Sauf que lui, l'artiste, de par sa nature, le ski, c'est pas du tout un domaine. Il sait qu'il va Ouais, jamais il y aime retourner. Donc, où est l'intérêt? Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, c'est pas du tout rationnel d'aller Ouais. dépenser 8000 € d'affaires de ski que tu vas pas remettre. Ouais. Donc, voilà. Et de toute façon, l'artiste, le terme location, moi, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai un peu changé en gestion d'image et stylisme. Mais malheureusement, le terme location, c'est pour le business model. Ouais. Mais en soi, l'artiste, il voit même pas location, pas location. Lui, de toute façon, il a un styliste, c'est son boulot, Ouais. de faire en sorte que Ils s'occupent pas de ça. voilà, qui s'occupe pas de ça, d'avoir des habits qui correspondent bien et qui lui font plaisir et qui matchent. Donc lui, il est pas dans ce système de je loue pas, non, c'est pas vrai. Il paye un styliste, il le paye cher pour qu'il fasse son taf et que lui soit content. Donc après nous, voilà, c'est du fait du business model qui est ce système de location, mais Ouais. mais voilà, c'est comme des grandes personnalités ou influenceuses ou etc. Quand elles vont à des événements, voilà, c'est du one shot. Les grandes robes qu'on voit portées sur les comment ça s'appelle, ce Met Gala, etc. Voilà, on va pas dire Kylie Jenner a loué, c'est Ouais, pas non, ça. non, non. C'est un styliste. C'est un qui créateur. Voilà, Ouais. c'est un styliste qui va parler avec le créateur. Voilà, il y a Kylie Jenner, il y a votre marque qui est en train de pop. Est-ce qu'on ferait pas une collab, etc. Non, mais C'est juste pour le business model. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour rassurer pour Non. l'image des artistes. Mais quand bien même, économiquement parlant, même si tu peux te payer les vêtements, déjà, il y a un coût de stockage derrière. Donc, même si tu achètes tous les vêtements, il faut les stocker. Et puis, c'est débile. Autant, justement, les louer, louer. etc. En plus, ça passe en budget professionnel. Ouais. Et en plus ouais, un vêtement du fait de ton métier, tu es une personnalité médiatique, tu vis de ton image, tu peux pas mettre 2 fois les mêmes vêtements. Ouais, voilà. C'est pas du tout rationnel d'aller les acheter.
Ouais, mais ta proposition de valeur, elle est ouf et je l'ai vécue indirectement dernièrement parce qu'en septembre dernier, j'ai lancé ma sœur jusqu'au coup en tant que styliste et personal shopper. Ok. Et là, par exemple, une dernière cliente qu'elle a eue, en tout cas en association avec un styliste, justement, et que comme elle est très douée, bah, le styliste lui donne des missions pour qu'elle trouve justement des styles, des vêtements et tout. Ouais. Et la footballeuse, c'est Sabrina Karchaoui, je sais pas si tu vois c'est qui. Ok. Au PSG. PSG, ouais. Et donc, du coup, bah, ma sœur s'est retrouvée, justement, comme t'as dit, le mec lui dit, ouais, bah, pour tel jour, il faut que tu trouves tel vêtement, etc. Et il avait des volontés de vêtements de luxe, tu vois. Et elle s'est dit, bah ouais, mais il faut les trouver, donc il faut peut-être aller en magasin, donc elle essaie de voir avec les gens, par exemple, au printemps, etc. et tout. Mais tu vois, un service comme le tien, ça pourrait être ouf. Ouais. Tu fais que les hommes ou les femmes aussi? Pour l'instant, on fait que les hommes. Ok, Pour d'accord. l'instant, on fait que les hommes. Et juste pour revenir sur ce point, Ouais. j'aime bien détruire cette idée de pourquoi ils louent, ils ont les moyens, Ouais. etc. Non, vas-y. On a certains clients footballeurs, Ouais. par exemple, même eux qui utilisent le service. Ils ont clairement les moyens d'acheter 10 fois la pièce. Mais pourquoi ils vont utiliser ce service? Par exemple, footballeur, il est appelé en équipe de France. Lui, il joue dans un championnat étranger. Souvent, c'est quand même un peu dernière minute. Il vient, il a à peine le temps de prendre son sac à dos, ses petites affaires. Il n'a pas envie de s'encombrer avec des valises, etc. Ouais. Il arrive à Paris, il est 19h30. Tous les magasins sont en train de fermer. Et même si ce n'était pas le cas, lui, faire les magasins, c'est pas un plaisir parce qu'il doit faire des photos, il y a des fans et tout, etc. Donc, il est à sa chambre d'hôtel. Il nous appelle. Les gars, demain, arrivé en équipe de France, qu'est-ce que vous avez à me proposer? On a le service, on arrive, on prépare 2 valises, on connaît sa taille, sa pointure, etc. On arrive devant lui, on lui propose 10 tenues parfaites, complètes, à sa Trop taille. stylé. Dans sa chambre d'hôtel, il a juste à essayer. Il prend ce qu'il souhaite et c'est parfait pour lui, c'est tout bénéfique. Giroud, il vous a pas appelé. Giroud, il vous a pas appelé. a Ah, priori. c'est un bâtard. Giroud, il Donc, prie. c'est vraiment cette culture du service, Ouais. au-delà même du point de vue Même du financier. sur-mesure, carrément. Même du sur-mesure. Ça carrément. vous est déjà arrivé qu'il y ait un client qui vous appelle, qui vous dise ouais, je suis à l'étranger, je suis à tel endroit, j'ai besoin d'une pièce pour demain. Je vous paye le déplacement, vous venez et vous ramenez des vêtements. Pas dans les faits exactement, Ouais. mais par exemple, qu'on nous appelle à 2h du matin pour me dire qu'il y a un clip à l'étranger. Ils partent à l'étranger demain, le vol est à 10h et qu'il leur faut absolument des pièces et que c'est au milieu de la nuit et qu'il faut aller lui livrer ou autre. Que lui, il envoie un livreur, etc. Mais oui, ça c'est déjà T'as arrivé. Ouais. t'as toujours ton téléphone en mode sonnerie au cas où. Là, exceptionnellement, je l'ai mis en mode avion Ouais. parce que si je l'avais pas fait, on n'aurait pas pu faire l'interview. Excuse-nous. Ça n'arrête pas. Ouais. Putain, ouais, c'est fou. Ok, et du coup, une journée type d'entrepreneur qui a une agence de location de vêtements et d'accessoires de luxe, c'est quoi? Donc, journée type, 6h. Je me lève à 6h, Ok. douche froide. J'y ai cru pendant 2 secondes. Ouais, let's go. Je vais méditer et marcher au soleil. 1 heure de méditation. Non, attends, Alors, je pré-shot. Réveil 13h. C'est très proche de la réalité. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que Cher, il n'est pas du matin. Oui, Donc, t'as dit, toi, t'es créature de la nuit. Moi, je suis une créature de la nuit. Donc, la Mais journée, je elle trouve- mais je commence, trouve ça trop bien. elle commence vers 11h, 11h30, Ouais. pour rester correct. Ouais. Puis vers midi, la vérité. Et sinon, ma journée, c'est la phrase classique, mais aucune journée se ressemble. Mais on va dire, elle peut être divisée en 3 ou 4 pôles. Il y a le pôle opérationnel. D'accord. Donc, c'est mon associé qui est plus en gestion d'opérationnel, qui a D'accord. le téléphone pro et qui a globalement toutes les demandes de location, etc. Même si moi, j'ai certains clients qui ont pris l'habitude de traiter avec moi et qui Ouais. vont continuer de traiter avec moi. Mais moi, là, vraiment, en tant que chef d'entreprise, quand on m'appelle, c'est pour régler les problèmes. Ok, ouais. C'est de la logistique. Entre les pièces qui partent, les pièces qui reviennent, les pressings, le couturier, s'il y a un souci, si ça ne convient pas, etc. Donc, même si je ne gère pas en direct l'opérationnel, je suis quand même beaucoup sollicité pour régler les problèmes et fluidifier, que ça se passe au mieux. Ensuite, il y a tout ce qui est administratif et comptable. Ouais. Donc ça c'est mon rôle Tu délègues pas? Pas encore? Forcément, j'ai un expert comptable, etc. Mais il y a plein de choses que je suis obligé de faire moi-même. Ouais. T'as appris sur le tas.
Ouais, j'ai appris Ouais. sur le tas. Après, ça, c'est important d'être bien entouré. T'as Ah, t'as bien maîtrisé le BFR? en plus, nous, c'est Bah, difficile parce surtout que vous, c'est ouais. chaud, c'est hein. un business à gros BFR et Ouais, c'est ce qui Justement. nous freine dans notre croissance. Besoin en fond de roulement pour au cas où. Ouais. S'il y a un conseil, si vous devez entreprendre, faites un business qui ne demande pas de BFR. Vraiment, c'est un casse-tête. Ouais, Donc, le pôle administratif et comptable. Il y a aussi le pôle levée de fonds. ok. J'essaie toujours d'avancer sur ma levée de fonds chaque jour. Ouais, là, c'est actuellement, ouais, parce que t'es sur ça, on n'en a pas encore trop parlé. Ouais. Mais c'est-à-dire que tu développes une plateforme aussi avec Hero Group. Je Tu peux pourrais- l'expliquer, vas-y. Ouais, je peux expliquer, mais la levée de fonds, même pour Hero, Même pour même Hero, pour ok. Hero, il y a. Même pour l'agence. Ouais, comme je te dis, on a énormément de demandes, on n'est pas capable d'y répondre actuellement. Donc, on a besoin de fonds pour pouvoir accélérer Ok. et atteindre les objectifs. C'est recrutement ou plus pour stock ou... Donc, sur la partie Hero, la levée de fonds, il y a une partie structuration, parce Ok. qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable de répondre à la demande, c'est un, par manque de structure d'accueil et deux, par manque de stock. Donc, structure d'accueil, c'est avoir un véritable showroom. Un beau showroom avec de la place et attirant, sexy, c'est important. Un, pour nos pièces. Ouais. Deux, ça permet de dynamiser le système collaboratif. Comme j'ai dit, 50% de notre stock, c'est des gens qu'on convainc de venir nous les mettre en gestion. Ils ont besoin de savoir où seront leurs pièces. Ouais. Ils ont besoin d'avoir confiance. Ils ont besoin de voir que ça soit vraiment structuré, propre et l'endroit où ils ont confiance, quoi. Ça nous permet aussi de dynamiser nos collaborations avec les marques. Comme je vous ai dit, il y a des marques qui nous donnent ou nous prêtent des pièces. Elles ont aussi besoin de savoir où leurs pièces seront stockées, si ça les met en valeur, etc. Ouais, vous construisez la valeur perçue, en gros, de votre marque. C'est hyper important. Ouais. Même pour nos clients, on reçoit des clients d'un certain ranking, ils ont besoin d'être dans un endroit à leur hauteur. Ouais, ça fait plus pro. Ouais, non, ouais. c'est important. Aussi, on a besoin de showroom. On va pouvoir implémenter de la technologie pour automatiser les process de location. Ouais. À l'heure actuelle, on fait encore un peu tout à la main ou c'est suivi sur Excel, etc. Quand on aura le vrai showroom, on pourra mettre des puces RFID dans les pièces. C'est les puces que Ouais. quand vous allez chez Zara. Pour faire le ou suivi. Uniqlo. Exactement. Ouais. Pour Ok. automatiser le suivi, mettre en place un ERP fait sur mesure. ERP, c'est un outil comptable, c'est ça? Un outil de comptable, De tracking des tracking. locations. À tout moment, savoir où sont les pièces, combien de locations elles ont faites, combien de locations avant d'atteindre le seuil de rentabilité, etc. C'est un Excel, mais avec un automatisé, design, quoi. Vous aurez Ouais. juste à flashcode les pièces, quoi. Mhm. Et faire du recrutement clé. Ouais. Certaines personnes Ok. qu'on doit recruter. Par exemple, on a un business super intéressant, mais on ne fait pas assez de contenu. Du coup, il faut qu'on mette en place Ouais. une équipe contenu. On a plein d'idées, mais il faut pouvoir les mettre en place. Une équipe aussi opérationnelle pour gérer les locations. Et même une équipe stylisme. Il y a une dimension stylisme. Parce que les clients, soit on les reçoit en indirect, donc il y a un intermédiaire. Donc là, on fait juste vraiment de la location. Soit on les reçoit en direct. Et là, ça peut plus s'apparenter à du stylisme où il faut plus aller comprendre son besoin et le... Ok. Du conseil. C'est ce dont tu me Conseil. parlais, que vous n'avez pas de problème sur la demande, mais plus sur l'offre. C'est que justement, comme vous rentrez dans une sorte de phase de scaling, au final, Ouais, clairement. et donc vous êtes en train de voir les différentes offres que vous pouvez proposer, les offres complémentaires à ce que vous avez déjà pour générer encore plus de revenus derrière, etc. dans votre strat. Ouais, parce que nous, notre objectif, c'est de devenir la référence ultime pour les professionnels pour tous les besoins liés à leur gestion d'image. D'accord. Donc, que ce soit un artiste, qu'il ait clip, concert, tournée, etc., il a un seul intermédiaire à appeler, c'est Hero. Même que ce soit un sportif. Les sportifs, par exemple, plusieurs fois par an, ils font des shootings photo-presse pour avoir des photos Ouais. où ils jouent le jeu des réseaux Même sociaux, des soirées, des événements. etc. À Koundé, qui à chaque match a une tenue différente, par Ouais, exemple. tous, Bon, non, c'est c'est pas en très France, important mais pour eux. ouais, il y a cette dimension. Qu'ils aient un seul intermédiaire, c'est Hero, même les boîtes de production qui font des films, etc. Dès lors que ça rentre un peu dans notre cadre. Maintenant, c'est en train de se moderniser, les séries sur Netflix, etc. Ils commencent à mettre des habits sympas, etc. Je ne sais pas si vous connaissez la série Power aux États-Unis. Oui, Par oui. exemple, et ça va venir en France dans quelques années. Ils mettent que du luxe dedans. C'est assez stylé. C'est vraiment... Ça correspond typiquement aux pièces qu'Hero a en stock. Ouais. Petit à petit, c'est des choses qui vont venir. Voilà, un seul intermédiaire, c'est Hero. Donc voilà, dans tout ce milieu, même les influenceurs, etc., même il y a un point important à marcher, à aller chercher. C'est le média content, toutes les sociétés qui créent du contenu sur les réseaux pour attirer les clients. Par exemple, on a des sociétés de location de voitures qui vont venir louer des pièces parce qu'ils ont reçu une Ferrari rouge
et ils veulent une tenue, une belle pièce rouge pour aller avec la voiture et faire la vidéo de présentation. Ouais. Même on a eu des... Même les Ça- drips, Hmm. les colliers, les grills. Ouais, non, il y a, tout ça, il y a de la demande sur ça. Hein. Même des salons de coiffure, ils ouvrent un nouveau salon et pour faire la vidéo de présentation ou l'événement d'ouverture, ils C'est veulent vrai. que tous les barbeurs soient bien habillés, etc. En tout cas, il y a, même dans la publicité, il y a pas mal de demandes. En tout cas, qu'on soit vraiment pour les pros l'intermédiaire unique et ramasser toute cette demande. Justement, tu parles d'unicité. Est-ce que tu penses que vous avez à ce jour créé assez de barrières à l'entrée pour que personne puisse venir vous concurrencer aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée dans ton business? Pas encore. Ben, il y a la barrière à l'entrée du stock, il y a Ouais, la barrière à l'entrée des contacts, Ouais. il y a la barrière à l'entrée de la confiance? la confiance, c'est important. Et aussi, une vraie barrière à l'entrée qu'on ne se rend pas compte, c'est la disponibilité. Il faut être capable d'être disponible à 100%. Il y a certaines personnes qui ont voulu se lancer, mais en side hustle, Ouais. etc., à côté, en parallèle. Et en vrai, nous, on est possible. disponible 24 heures sur 24 parce que la demande, c'est tous les jours, du lundi au lundi. Dirait Niska. T'as lundi mon au associé lundi. pour ça qui est tout le temps disponible parce que ça nous appelle à des 2h, 3h du matin parce que voilà, c'est le monde Ouais. de l'entertainment qui est comme ça. Hmm. Le monde de la musique gagnerait à être un peu plus organisé. Parfois, c'est beaucoup de la dernière minute. Ouais. Et la dernière minute, nous, c'est l'idéal pour nous parce que on est le seul service qui peut fournir comme ça les pièces. Vous avez le en showroom, vous dernière avez les minute. pièces. Voilà, exactement. C'est Ouais, votre c'est très stylé. flexibilité qui fait la différence. Ouais, justement. voilà, ça joue. Et avoir un endroit où pour accueillir les clients et cette flexibilité. Donc, il y a... Mais la grosse barrière, c'est le financier. Ça demande énormément de fonds. Ouais. Ça demande énormément de fonds. Et nous, on a réussi à créer la confiance, à créer le réseau. On a créé le process pour que ça accélère. On sait où est la demande, comment la chercher. On a attrapé la bonne niche. On a un bon recurring client. On a un gros panier moyen. Voilà, maintenant, c'est juste derrière avoir la structure et le stock qui suit. La levée de fonds, ça va nous permettre de Ouais. mettre au point ces deux éléments pour aller chercher tout le chiffre d'affaires qu'on a à faire. Quoi. Bah, justement, tu me fais la transition parfaite avec l'argent. Mais juste avant ça, comme tu as plein d'idées d'entrepreneuriat, tu as une liste comme ça sur ton téléphone apparemment, et tu connais bien le milieu du luxe. Elle vaut cher cette liste. Mhm. Je suppose. Tu connais bien le milieu du luxe. Pour des jeunes qui regardent et qui voudraient potentiellement pas faire la même chose que toi, bien entendu, mais entreprendre dans le milieu justement du luxe, etc. Est-ce que tu aurais soit des conseils, soit des idées de business que tu vois qui sont pas encore faites, ou si tu veux en partager quelques-unes, ou si tu veux les garder pour toi? Franchement, c'est un milieu assez fermé dans le luxe Ouais. et c'est pas hyper ouvert à l'entrepreneuriat. D'accord? Euh, j'ai pas d'autres idées business. En fait, dans l'entrepreneuriat, faut pas forcément essayer de réinventer la roue, hein. Ouais. Voir ce qui existe et voir comment on peut améliorer l'existant. Nous, par exemple, la location, on n'a pas inventé l'eau chaude, ça existait déjà. Là où on a été malin, je pense, c'est sur la niche qu'on a chopée. Ouais. Sort que tous les autres business de location qui existent, ils essayent de faire leur bénéfice, leur marge à l'achat. En Ouais. fait, ça veut dire ils vont aller sur des marques où ils peuvent négocier à la baisse l'achat de pièces, les invendus, etc., pour pouvoir avoir le plus de stock possible, le moins cher possible, pour proposer des packs de location, parfois c'est au mois, etc. Mais forcément, avec cette approche, eh ben, on n'a pas les pièces qui font rêver les gens. Ouais. Parce qu'avec Louis Vuitton, Dior, Prada ou Hermès, on ne peut pas négocier le stock à l'achat. Ouais. Du coup, nous, on a décidé de s'axer sur les marques qui font vraiment rêver les gens. Mais malheureusement, il n'y a pas de possibilité de négocier les pièces à l'achat. Donc, il faut sortir le cash. Mais derrière, c'est les pièces où il y a vraiment de la demande. Et nous, on est capable d'aller louer la pièce 20 fois, 25 fois avant de la revendre. Et c'est des actifs où il y a une valeur résiduelle. On les revend très bien. À minimum 50% du prix d'achat. Ok. Donc, on les revend. Donc, moi, j'arrive à acheter une pièce 1000 euros. Je fais un circuit de location, je la revends. In fine, j'ai récupéré 3000 euros. D'accord. Ok. Vous arrivez à avoir une durée de vie du Ouais. produit que vous achetez très longtemps, jusqu'à même derrière le rachat. Enfin, Exactement. Ouais. la revente. Parce que maintenant, avec l'expérience, on sait quoi acheter, quoi il ne faut pas acheter, etc. Tout bête, mais par exemple, on va éviter les habits blancs, comme c'est de la location. Là, ça a tendance Ouais. à se détériorer plus facilement, à faire des tâches, etc. Ouais. Il y a toute une gestion. Ouais. Donc, justement, par rapport au côté argent, est-ce que tu es à l'aise à en parler ou
Aucun souci Ok. pour ça. Je me disais aussi. Au bout de combien de temps t'as commencé à te payer? T'as réussi à te payer? Donc nous, ça fait 2 ans qu'on a créé Ouais. Hiro. On n'a pas commencé à se Pas payer. encore, ok. Après, on va dire, on vit sur la boîte. Ouais. Donc on est en période de transition, mais on n'a pas, Ouais, vous êtes on sort break-even, pas quoi. encore de salaire. Ouais. Ok, d'accord. Et justement, c'est quoi ton rapport à l'argent? Enfin, on a compris que ça t'intéressait et tout, mais t'as un chiffre en tête que t'aimerais gagner pour toi? Un objectif? Ouais. J'aime bien les chiffres ronds, hein. Je dirais 100 millions. 100 millions, ok. Ouais. 100 millions, vous m'entendez plus parler. Hein. 100 Je millions, viens sur on plus me voit- aucun plateau. on me voit plus, on m'entend plus. Non, en vrai de vrai, 100 millions, je trouve que c'est un bon chiffre en termes d'objectif. Parce que, tu vois, on va peut-être penser en termes d'ambition quand on est assez fou, comme toi et moi, et comme Kevin aussi. Gros fou lui aussi. Mais autre. J'aime les gens ambitieux. Ouais, le milliard, quand t'atteins le milliard, tu deviens une cible un peu. Politiquement. Exactement. Ouais. Non, mais c'est pour J'étais ça. là-bas, Il j'étais là-bas. il faut rester sous le radar. Ouais, Et je voilà. trouve que quand tu dépasses le statut de milliard, on t'oblige à te mettre un statut qui te permet de plus être libre comme. T'as un rôle politique. T'as un Ah rôle ouais, bah politique oui, comme tu clairement. l'aurais voulu. Si tu peux, ouais, t'es plus libre. Moi, c'est vraiment la liberté. Ouais. Et si t'es milliardaire, tu peux plus te permettre de flamber comme pas possible. Tu fais attention à comment tu t'habilles, tu fais attention à faire celui qui n'a pas le low-key, etc. On utilise ton nom dans des débats. Non, c'est. Ouais, t'es une cible. 100 millions, t'es en dessous du radar. Peut-être même 99 millions. 99 millions. Et là, t'es libre. Parfait. T'as déjà ton plan pour le faire? J'ai un plan, ouais. Ok. J'ai un plan. Tu veux nous le dévoiler ou pas? Ah, Pas obligé, pas obligé. je préfère le garder secret. Garde, ouais, Mais garde. il est bien huilé. Il est bien Ok. huilé. Comment on fait un plan? Quand t'as comme ça, t'avais juste de base une idée qui aurait pu s'arrêter très tôt à juste on fait quelques locations et puis après on sait pas comment se structurer, on sait pas comment développer. Comment t'as fait toi pour construire un plan avec des ambitions qui vont aujourd'hui jusqu'à une levée de fonds et potentiellement une boîte qui pourrait valoriser un jour peut-être 100 millions vu que ce serait un objectif? Les 100 millions, ça serait pas forcément sur Hiro, Ok. parce que ça reste un marché de niche, Mhm. même si je vais le pousser au maximum, mais ça va me mettre sur un piédestal et me donner une crédibilité, et ça me donne déjà un réseau, une crédibilité qui va me permettre de pouvoir faire levier sur d'autres projets que j'ai en tête. Ok. Un enchaînement de 2 ou 3 projets qui vont me permettre d'atteindre cet objectif, quoi. Ok. Et comment on fait un plan? Donc, ce qui est drôle, c'est que l'entrepreneuriat, tu as toujours un plan en tête, tu penses que ça va se passer comme ça. Mhm. Et dès le day 3, tu te rends compte que, bon, C'est déjà mort. on déchire la veille et ça va pas du tout se passer comme ça. Mm. Moi, comme je t'ai dit au début, on pensait des particuliers à l'eau. Comme je pensais des particuliers, j'avais acheté une certaine catégorie de pièces. Mm. Et finalement, comme on est allé sur les artistes, eh ben, ça correspondait plus à l'eau. Donc, je peux te dire que les 5 000 euros d'investi que je t'avais dit là, Compliqué. 90% c'était. Pour toi. Ouais, ça correspondait pas, même pas. Hein. Ah, même Ça pas. correspondait pas du tout. Ouais. Donc, il faut être. Sauf une valeur importante dans l'entrepreneuriat. On est toujours là à prôner le fait d'être hyper ambitieux pour avoir de gros objectifs, etc. Mais c'est important d'être humble. Parce que humble, ça permet très rapidement de se rendre compte et d'assumer que le chemin que l'on prend là, il n'est pas bon, ou que dire que là, on a fait une erreur et très vite pouvoir la corriger. Mhm. Alors que si on est vraiment entêté, trop orgueilleux, eh ben, on prend trop de temps à se rendre compte qu'on a fait une connerie, et dans l'entrepreneuriat, le temps, c'est de l'argent. Ouais, le pire, moi, j'ai vu, c'est l'ego. Ouais. Mais en fait, à la fois, il faut en avoir, Non, ouais. et aussi pas trop. Donc, c'est L'autre, un équilibre. la mauvaise facette de l'ego. Ouais, c'est Parce ça. que c'est très difficile, justement, quand t'es seul, d'avoir du recul sur ce que tu fais. Tu vois, donc t'es là, tu tentes des trucs, mais des fois, tu peux tomber amoureux de ton idée. Tu peux te dire, ok, là, j'ai une vision en tête, je sais, moi, c'est différent. Moi, ce que je fais, c'est différent, donc ça va forcément marcher et tout. Alors que, en fait, bah non, pas forcément, si tu prends du recul. Et il y a une question que j'ai découverte, qui est assez pas mal pour prendre du recul, parce que ça te demande une sorte de schizophrénie mentale de te regarder et de dire, ok, d'analyser froidement ton business, c'est, ok, si quelqu'un que tu connais pas vient et te dit, ok, bah, voilà les problématiques que j'ai, voilà mon business et tout, tu lui conseillerais quoi? Et généralement, On est toujours meilleur pour donner des conseils Ouais. Mhm. que pour soi-même. Hein. ouais, Des ouais. fois, on se regarde, on se dit, mais je suis quand même con. Hein. Je vais donner
souvent on le fait des potes qui ont des problèmes dans leur relation, etc. On donne des Ouais, conseils oui. parfaits. Alors que tu dis, mais j'avais le Facile. même problème il y a 2 mois, j'étais incapable de le régler. Parce que tu développes une partie émotionnelle vis-à-vis Ouais. de ton projet, vis-à-vis de ce que tu es en train de faire, vis-à-vis de ta relation. Et ça biaise totalement ton côté Non, rationnel et vraiment. tu penses plus de la bonne façon. De toute façon, quand t'es là, t'as ton attache à ton projet, t'es en train de le créer, t'es à fond, t'es sûr que ça va marcher. Et si c'était le projet d'un de tes potes, tu saurais déjà c'est quoi les 3 éléments qui font que ça foire. Clairement, non, t'as non, on déjà n'est tout pas corrigé. du tout objectif quand, Ouais. quand c'est c'est ça. soi-même. Parce que t'es impliqué émotionnellement. Mm. Et donc, justement, t'as parlé de... Non, t'en as pas parlé en fait. J'avais une question sur les relations et un peu ton lifestyle. Justement, comme t'es tout le temps au téléphone, je suppose, tu gères une boîte et tout, c'est compliqué. Est-ce que ça te laisse du temps vie perso, amour, relation et tout? T'es pas obligé d'en parler si tu veux pas. Non, non, il n'y a aucun souci. Amitié et tout. Est-ce que t'es complètement pris par ton taf ou t'arrives à quand même toujours... Parce que je sais que t'aimes bien la nuit, t'aimes bien la fête aussi, donc... J'aimais, hein, de moins en moins. Je suis devenu, je sais pas si c'est l'entrepreneuriat qui a fait ça ou avant j'étais quelqu'un de grave extraverti. Ouais. Maintenant je suis devenu complètement introverti. Ok. Je suis un loup dans sa grotte. Moi ce que j'aime c'est être tranquille. Même dès que je peux, je retourne chez mes parents. J'ai mon espace là-bas, etc. J'ai mon ordinateur, je travaille, personne ne me dérange. Ouais. Donc je suis devenu très assez renfermé sur moi-même, c'est pas le terme, mais Non. j'aime être seul et T'es dans ton truc. j'apprécie la solitude. L'équilibre vie pro, vie perso, il n'y en a aucun. Ouais. franchement. Classique. Mais c'est les premières années, tu es obligé, tu fais du all-in. Ouais. Au niveau des amitiés, je suis beaucoup moins disponible. Et c'est vrai que mon cercle d'amis, c'est beaucoup restreint. Ouais. Parce que c'est vrai que je suis dans une mentalité très focus entrepreneuriat. Même à un moment donné, ça a été l'extrême où vraiment j'étais en train de calculer l'apport de certains de mes ouais, amis, je vois. etc. On est tous passés par cette phase Ouais. vraiment un peu trop extrême. Et après, à la fin, t'en sors, tu te rends compte que chacun a sa vie, chacun ses objectifs Ouais, et que tu chill et tu faut profites. pas essayer de tirer tout le monde dans ce chemin. Ouais. Ouais. Parce que nous, presque, on les voit en fou, hein, être Ouais. tranquille, chill, CDI, petit verre, etc. à la sortie. Mais c'est eux aussi qui nous voient en fou Ouais. parce que Complètement. on est là tout le temps dans les problèmes, tout le temps au téléphone, tout le temps la gueule tirée à faire des calculs, etc. Donc en vrai, j'ai eu cette phase quand même, la solitude de l'entrepreneur, on va dire. Je Mais tout l'ai le monde vécu passe aussi. par ça. Il faut ça qui construit le mindset et Mhm. l'ambition. Mais là, j'en suis sorti maintenant, je suis tranquille. En passant par ça, tu vois avec qui tu restes en contact justement, malgré des chemins très différents. Ouais, bien sûr. Donc ça te permet aussi de Non, renforcer bien ton sûr. cercle. Ça réduit le cercle, mais ça le renforce. C'est difficile quand même quand t'es dans ton truc, quand tu travailles, tu charbonnes, t'es un peu dans ta grotte justement parce que t'es en train de construire, t'es en train de bâtir et que t'as peut-être des anciens potes ou des gens de ton entourage qui sont pas dans le délire, ils sont pas dans ton délire et tu peux ressentir cette solitude parce que tu te dis, bah en fait, il y a personne qui me comprend, ce que je fais, je peux pas en parler à ma daronne parce qu'elle va pas comprendre, je peux pas, le seul langage que mes parents vont comprendre, c'est les résultats, c'est l'argent que tu fais, je pense que tu l'as vécu aussi, Ouais. donc ouais, des fois c'est compliqué. Non, non, mais il y a une vraie solitude de l'entrepreneur et surtout qu'on est. Mais en vrai, c'est même la faute de l'entrepreneur, mais c'est comme ça, on est tellement pris par ce qu'on fait, c'est que les sujets de conversation, c'est que la boîte. Et je pense pour un élément extérieur, Ouais. ça peut être chiant au Ouais, bout d'un c'est moment, vrai. quoi. Mais c'est que nous, on a que ça dans la tête. Bah oui, mais parce que en fait, tes journées, elles sont toujours trop courtes. Tu sais que tu peux Vraiment. toujours faire plus. Du coup, même le soir, tu penses à ce que tu n'as pas fait le jour même, ce que tu dois faire le lendemain, parce que tu pourrais le faire là, mais bon, il y a un moment où tu t'arrêtes dans la journée, au moins pour dormir. Et donc, ouais, c'est pour ça aussi, tu as tout le temps ça en tête. Est-ce que tu penses aux shorts qu'on doit sortir ce soir, c'est ça? J'y avais pas pensé, mais celui-là, il va être vraiment bon. Est-ce que, du coup, on n'a pas parlé chiffres, est-ce que tu aurais des chiffres à nous communiquer sur ton agence, que vous avez déjà fait peut-être en chiffre d'affaires, bénéfices? Ouais, sur les 2 ans, du coup, ça fait 2 ans que Hero existe. Sur ces 2 ans, on a fait un peu plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, On fait une croissance mensuelle de 10%. ok. Et on réinvestit tout. Donc, D'accord. on est flat. Et voilà ce que je peux dire, hein. Là, actuellement, je vous dis, on a commencé avec 5 000 euros. Actuellement, on a 250 000 euros de stock, Ok. Ok, ouais. avec un peu plus de la moitié qui provient du système collaboratif. Enfin, la moitié qui provient du système collaboratif. Et voilà grosso modo, hein.
ce qui est marrant, c'est qu'on l'envisage pas nécessairement, mais du coup, avec ton business model, il y a un côté valorisation aussi sur Hero. C'est-à-dire que comme il y a le stock, c'est une valeur de ton entreprise, tu vois, c'est pas seulement du coup le chiffre d'affaires et vos bénéfices, il y a aussi le showroom, il y a l'image de marque, il y a les contacts et tout ça. Donc, tu penses déjà à la revente un jour ou des choses comme ça? Ouais, l'idéal, Tu forcément. as déjà fait des propositions, je suppose. Pas encore. Pas encore? Pas Ok. encore parce que c'est encore jeune. Ouais. Mais il y a plein d'éléments qui vont faire que ça va être un business intéressant à racheter. Parce qu'en fait, c'est un business de soft power. Ouais. Parce que demain, quand on aura la position qu'on veut, donc on sera vraiment la référence ultime pour les professionnels, on aura les contacts de toutes ces personnalités, célébrités, Ouais, producteurs ça de que je pense. cinéma, télé, etc. On a quasiment un pouvoir de décision pour dire à tel artiste, par exemple, tu vas porter telle pièce, ou à tel donc, sportif, tu vas ouais. porter telle pièce, telle marque. C'est un positionnement Moi- de fou vis-à-vis des marques de luxe, du coup. Moi, l'idée que j'ai, c'est qu'à un moment donné, quand on aura l'offre qui le permet, c'est nos meilleurs clients leur signer des contrats d'exclusivité Ah sur la ouais. gestion de leur image. Ça fait que, par exemple, si demain, dans mon agence, j'ai le meilleur sportif, j'ai le meilleur artiste, j'ai le meilleur influenceur, etc., je suis en position d'aller voir les marques, leur dire dans mon agence, j'ai tel, j'ai le contrat d'exclusivité sur leur image. Est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble? Parce que voilà, à eux, 4, ils cumulent je sais pas combien de millions d'abonnés, c'est une visibilité qui est gigantesque. Est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble? Et même demain, voilà, en tout cas, ça laisse la porte ouverte à énormément de possibilités et d'avoir vraiment une main prise sur l'industrie du divertissement. T'aimerais créer ta propre marque un jour, par exemple Hero, mais les vêtements Hero? En vrai, ça m'intéresse pas dans le sens où C'est chiant. ouais, je trouve que créer sa marque, c'est le business le plus tenté Ouais, ça fait rêver, mais et c'est dans le les business le faits, plus foireux, ouais. officiel. Et moi, pour l'avoir beaucoup vu, non, vraiment, ça m'intéresse pas. C'est compliqué de faire exploser une nouvelle marque. En vrai, ça pourrait m'intéresser sur un point, c'est par exemple au niveau des pantalons et des jeans. Ouais. Parce que Ok. parfois, donc nous, Hero, il y a les pièces de luxe. Et ensuite, par exemple, si le client vient louer une grosse veste Louis Vuitton, il va louer aussi les pièces complémentaires. C'est par exemple un pantalon qui va bien avec. Ce pantalon, je ne vais pas forcément l'acheter cher. Et je vais le louer à un très bon prix par rapport au prix où je l'ai acheté. C'est comme dans un restaurant là où ils font vraiment de l'argent, c'est sur les cocktails et sur les desserts, par exemple. Donc moi, c'est pareil avec les pièces complémentaires. Et parfois, quand je dois acheter des pantalons, etc., il y a toujours quelque chose qui me dérange là. J'aurais bien aimé qu'il y ait une ouverture en bas, ou j'aurais bien aimé que les poches soient pas comme ça, ou plein de petits détails. Donc c'est pas impossible que je fonde ma marque d'e-commerce de pantalons, mais on saura jamais que c'est moi derrière. Ouais. Et Ouais. j'utiliserai un peu le soft power que j'ai avec Hero pour le placer et faire Ouais, un ce sera plus marketing tard. puissant. Mais voilà, ça peut être un side hustle parce qu'en fait, j'ai le besoin et ça va même être intéressant pour mon activité parce que tout ce qui est pantalon, pièces complémentaires, là, ça va être ma propre marque et donc beaucoup plus intéressant. Donc oui, mais ça fait pas partie de mes grosses idées qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Mais Plus tôt, tu nous as dit que tu savais pas vendre. Et c'est notamment pour ça que tu t'es associé avec ton associé, parce qu'il y a les contacts, mais aussi il y a ce côté très vendeur. Pourquoi tu dirais que toi, tu sais pas vendre? C'est quoi qui parce fait que j'aime pas cet exercice. J'aime pas cet exercice. Je crois que, par exemple, je suis le pire closer. Ouais. Ouais. Parce que je suis trop poli. Trop poli, ça veut dire j'appelle le client, dès qu'il me dit désolé, je suis pas trop intéressé, je dis désolé monsieur, de vous avoir dérangé. Pardon pour le... Pardon pour le dérangement, bonne journée. Je suis pas du tout, il faut un peu cet entrain, ce côté un peu agressif, etc. Et moi, c'est pas du tout, Ouais. c'est pas du tout moi. Pour ça, même ma partie, moi, je préfère être derrière l'ordinateur, piloter, etc. Mais c'est pas là où je suis bon. Et même, par exemple, je trouve que ça me pose problème pour la levée de fonds, parce que la levée de fonds, c'est vraiment de la vente. C'est un truc de char, quoi. Et par exemple, moi, c'est tellement pas dans ma nature, j'arrive pas à relancer 4-5 fois l'investisseur via LinkedIn, via mail, etc. Je vois, c'est cool. Avoir l'impression d'harceler les gens. Moi, si quelqu'un me fait comprendre, même subtilement, qu'il n'est pas trop intéressé, je suis trop gentil, trop poli, j'ai trop de fierté. Moi, je vais pas aller pousser alors qu'il faut aller tirer le bras de la personne. Ouais. Mais je trouve ça... Non, ça me correspond pas du tout. Ok, Ça me correspond pas du comprends. tout. Donc, c'est pas un exercice où je suis bon.
Tu dirais que ça vient d'où? Euh, bon, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. C'était très important l'éducation. De l'accès, ouais. Et après, c'est des questions de nature, hein, de Ouais, personnalité. aussi. Ouais. Question Ouais. de personnalité. C'est vrai que moi, pour en avoir fait, et pour en faire toujours, du closing, donc de la vente pure, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que il faut trouver ce juste équilibre entre montrer à la personne que ce que tu as à vendre, bah, c'est quelque chose qui a de la valeur pour elle, donc que ce serait bête qu'elle ne franchisse pas le pas. Mais d'un autre côté, tu as ce truc d'ego et aussi de ne pas vouloir, tu vois, être trop vendeur, trop passer pour un vendeur de tapis, absolument que tu veux refourguer ton truc, tu vois. Et donc, ouais, l'équilibre, il n'est pas toujours simple à trouver. Moi, par exemple, mon associé est beaucoup plus vendeur et lui, il a pas de souci il ose demander. Ouais. Et chaque fois qu'il me dit cher, demande ça, demande ci. Mais même des trucs tout bêtes, hein. Même un artiste avec qui on travaille beaucoup, Steve, il va me dire cher, demande, comme c'est toi qui parles avec lui, demande-lui 2 places de concert pour son concert là. Moi, je dis Steve, dès que c'est demandé, tu sais, faut pas me C'est demander. mort. Faut pas me demander dès que c'est demandé. Je déteste demander. Je ne demande absolument rien à personne. Je supporte pas. Donc, et lui, ça l'énerve parfois. Mais c'est rien, etc. T'as la bonne relation, etc. Mais moi, je sais pas demander. Je veux pas demander. J'ai l'impression je sais Ouais. pas, de me dévaloriser et tout, alors que pas forcément. Non. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je sais pas faire et que je supporte pas Je te faire. comprends totalement et c'est pour ça que c'est Kémil qui s'occupe de la prospection normalement. Ah ouais, non, Et moi, je t'ai appelé direct. Ouais. Pour le coup, c'était pas moi. Ouais. Parce que des fois, bah, t'es obligé. Ouais. Il faut faire aussi. Ah non, parfois, t'as pas le choix, hein. Ouais. Parfois, t'as pas le choix. Heureusement, notre souci est meilleur sur ça. Vous avez eu des opportunités de fou, du coup, grâce à ça? Grâce aux contacts que vous avez, des concerts, des trucs. Tes meilleurs souvenirs pour l'instant de. Ouais. Après, ça reste. Nous, on est dans le train-train quotidien. Et Ouais. c'est par exemple quand je sors, je suis pas du tout dans le boulot. Je suis je sais pas, dans un restaurant, par exemple, ou un bar qui passe je vois des clips à la télé. Et là, tu vois que ça fait 10 clips qui passent, 10 clips où tu vois tes pièces dessus. Tu sais que vraiment. Ah ouais, bon, ça commence à bien marcher, le petit Ouais. projet qui semblait fou. Ou sinon, on a fait par exemple, comment ça s'appelle? La Défense Arena, Arena, Ouais. avec certains artistes. Ça, par exemple, dernièrement, c'était avec Kalash, Djadji Edinaz. On les a habillés directement. Là, c'était nous, on était sur scène Ok. à les habiller, etc., en loge, et voir la foule je crois que c'est 40 000 personnes. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Voilà, 40 000 personnes acclamées, ouais, il est bien habillé, etc. Mais en tout cas, voir tout l'entrain. Quand tu es sur la scène, tu vois les artistes, là, tu vois 40 000 personnes qui crient, qui mettent les flashs et tout, etc. Il y a une sensation de galvanisation là. Ouais. On se dit quand même, on est content d'avoir fait ce choix. Et sinon, ouais, aujourd'hui, on a énormément de contacts, mais bon, c'est dans le cadre du boulot, donc on se dit pas à crâner, ah, j'ai le numéro de tel, de tel. Oui. Ouais, non. C'est sûr. Il est pas compliqué le milieu de la musique, justement, la gestion avec les artistes, tout ça. Le milieu de la musique. Ça t'a posé problème? Comme tous les milieux, il y a des points positifs. Ouais. Donc, on est content d'avoir pris ce marché parce que c'est un marché où il y avait délibérément et profondément besoin de notre service. Et c'est un marché où il y a énormément de visibilité. Et donc, c'est le meilleur levier qu'on aurait pu avoir pour aller sur d'autres marchés. Parce que, par exemple, on va dire les sportifs, ils ont vraiment l'argent, mais l'artiste, il a vraiment la visibilité. Ouais. Après, les côtés un peu négatifs, c'est que c'est un milieu qui attire beaucoup. D'un point de vue extérieur, ça sent magnifique. Mais les dessous, comme toutes les industries très attirantes, eh ben, elles sont pas aussi belles. C'est quoi, par exemple? Il y a un peu moins d'argent que ce qu'on pense. Le gâteau est plus petit. Ok. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc, c'est la loi de la jungle pour prendre sa part, quoi. Ouais. Il y a quand même il faudrait que ça soit un peu mieux organisé. Il y a quand même un manque d'organisation qui fait qu'on est appelé à des heures pas possibles. Il faut que ça soit plus structuré, plus organisé, tout ce qui gravite autour. Et tu as quand même le monde de la musique, par exemple le rap, etc. Ça,
les entrailles de ça, c'est quand même la rue, la street. Ouais. T'as quand même encore, dans les relations actuelles, t'as écho à ce monde-là, à ce milieu-là. Donc, il faut faut quand même être bien, T'as une anecdote? bien, faut quand même être bien solide sur les appuis. Ok. Est-ce que j'ai une anecdote? J'ai dit, t'as juste pas calculé. Non, est-ce que j'ai une anecdote? Je réfléchis. L'histoire d'Hiro, c'est l'histoire d'embrouille qui s'annonçait très mal pour nous et qu'au final, qu'on a réussi à retourner la situation en positif. Ok. Par exemple, on avait loué des pièces à un styliste qui faisait porter les pièces à un artiste. C'était un clip. Tu peux dire le nom de l'artiste? Non, je peux pas. Ok. C'était un clip en Belgique ou à Bruxelles. L'artiste avait pris ou volé la pièce Ok. et le styliste répondait plus, quoi. Il avait Ah essayé de la ouais. récupérer une fois, deux Ok. fois, il n'avait pas forcé, il répondait plus. Pas cool, Damso. Non, c'est pas du tout. Tu veux me mettre dans les problèmes. Non, c'est cool. Donc, je sais c'est quel artiste, je sais qu'il a ma pièce. À un moment, j'attends l'occasion. J'ai tout essayé, avoir le numéro de téléphone, etc. Tac, tac, ça répondait pas. Et là, un jour, je sais qu'il faisait un clip dans le 93. Mon associé, cher, va pas là-bas, tu vas te faire. Tu vas pas revenir. Tu vas faire quoi? Tu vas aller sur le clip, tu vas crier sur la personne, son équipe, elle va te stopper net. Donc moi, ni une ni deux, j'y vais. Ah ouais. Milieu du 93, j'arrive sur le lieu du clip. Du crime. J'arrive sur le lieu du clip. Et là, je vais voir l'artiste, je les interromps un peu au milieu du clip. Voilà, je m'appelle Cher, j'ai un service de location. Parce que beaucoup louent sans savoir. Et la pièce là que tu as gardée, c'était ma pièce, etc. L'artiste, il m'explique, je suis désolé, je l'avais gardée pour un showcase. Après, je l'ai perdu, je l'ai plus retrouvé, etc. Mais tu as bien fait de me voir. Prends le numéro de mon pote là, tu vas gérer avec lui, t'inquiète, on va te rembourser. Ok. Le pote, il répond pas. Ah merde. Ouais, le pote, il répond pas. Donc, j'attends encore quelques mois. Non, là, finalement, j'harcèle. Finalement, le pote, il en a marre. Et il me donne le numéro du grand producteur. Il dit, gère avec lui, arrête de me casser les pieds, gère avec lui. Et le grand producteur, je lui explique. Il me dit, ok, j'ai compris. Ben, tu sais quoi? Tu m'expliquais ton service de location, etc. Je connaissais pas. Moi, j'ai besoin d'une facture pour te rembourser la veste là qui coûte cher. Donc, ce qu'on fait, prochain clip de mon artiste, c'est toi qui viens l'habiller. Et sur la facture Steam, tu me rajoutes le prix de la pièce et je te paye tout ça. Donc, on fait ça. Il s'avère que l'artiste, il a kiffé le service. Il sortait un album avec plein de feats. Et chaque fois, on lui a suivi sur tous les clips qu'il faisait avec ses feats. Et chaque fois, quand c'est l'artiste qui invite un artiste, c'est lui qui prend tout en charge. Et donc, il a dit, mes stylistes, ils vont aussi te gérer. Et donc, ça nous a permis de gérer plein d'artistes. Et c'est d'artistes qu'ils ont kiffé et qui maintenant veulent qu'on les gère en direct, okay, etc. Et c'est ça qui nous a fait un peu exploser notre carnet de clients. Donc ça a été une histoire grave positive. Comme quoi, l'honnêteté, le fait de pas essayer de couiller les gens, mais essayer de faire du business quand même proprement, tu vois, ça, sur le long terme, ça paye, quoi. Ça joue. En fait, le business, c'est un fil du rasoir entre... Harold Domar. Ouais. entre être honnête et mettre des petites feintes aux gens. Mais vraiment, en fait, il faut jouer sur les deux. Parce qu'en étant que honnête, eh ben, tu peux pas gagner d'argent. Oui. T'es obligé de quand même placer tes pions. Et t'es obligé parfois d'avoir des petites feintes pour essayer de s'en mettre un peu dans les poches, sinon tu t'en mets pas. Donc il faut jouer sur ce fil. Mais essayer de mettre des feintes à tout moment, non, les gens ils supportent pas. Ouais. L'honnêteté, c'est pour tenir dans le long terme, il faut que les gens savent que t'es fiable et honnête. Ouais, parce que tu brises la confiance. Ouais, et la confiance. Et c'est justement, le business, ça repose sur la confiance. C'est marrant parce que, tu vois, t'as parlé du Loup de Wall Street. Tu vois, je trouve que le message de ce film, des fois, on peut le prendre comme... en fait, tu veux faire beaucoup d'argent, il faut couiller les gens, tu vois. Il faut arnaquer, etc. J'essaie de le dire correctement, mais oui, c'est couiller les gens, exactement. Et en gros, que c'est ça qui marche. Alors qu'en fait, sur le long terme, une fois que t'as arnaqué les gens, une fois, t'as perdu la confiance. Et sur le long terme, c'est ça qui est le plus viable économiquement. La confiance. Donc voilà, sur ces paroles, on va conclure. Tu veux conclure, Kevin? Il a pas envie de conclure. Allez, je peux conclure. Vas-y, je t'assiste.
Non, bah écoute, déjà merci beaucoup, beaucoup pour. Putain, faut que je me mette bien sur le micro, pardon. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était un plaisir Ouais. de discuter avec toi autour de tout ton parcours, qui est hyper intéressant. Épisode incroyable. Ouais, on aime beaucoup ta mentalité. Je pense qu'on se retrouve pas mal aussi là-dedans, cette mentalité un peu où t'as la rage et tout. On espère que vous allez aussi aimer cet épisode. Tous les conseils, les anecdotes que Cher a pu nous donner et qui étaient hyper intéressantes. Comme toujours, on reçoit ce genre d'alumni pour vous aider à vous projeter après l'école. On parle sans tabou des différents sujets, que ce soit l'entrepreneuriat, les salaires, le monde corporate aussi. Donc on espère que ça vous apporte un maximum de réponses à vos questions, que ça vous aide un maximum. N'hésitez toujours pas à nous donner un maximum de retours, de commentaires sur ce que vous aimez, qui vous aimeriez voir, à vous abonner pour pas rater les ressources et les prochains épisodes. Et voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, justement, typiquement, quand on a commencé ce média, j'avais pensé à toi parce que justement, je voulais montrer à travers ton parcours que c'est possible de créer des choses, c'est possible d'entreprendre, c'est même dans des milieux qui paraissent fermés, réseau, etc. Et je trouve ton parcours hyper inspirant et j'espère que ça va en inspirer énormément aussi. Donc, merci, cher. Merci les gars, c'était un plaisir. Merci. Vrai plaisir et hâte de l'épisode 2. Salut. Merci. Ciao. Ciao.